pas. Et bonjour tout le monde, bonjour. Bonjour Wissam. Bienvenue, Prends ton micro. ouais il faudra le micro Youssef. Voilà. Bienvenue sur le plateau de La Perme. Bonjour. Le rendez-vous toutes les 2 semaines, le CNews antiraciste et décolonial, le bon CNews. Le CNews bien. Le CNews de qualité. Le CNews halal. Mais c'est notre slogan hein, Youssef maintenant. Le CNews halal. Le CNews halal. Ouais. Tu voudrais jouer quel rôle? Est-ce que tu veux être Elisabeth Lévy? Non, lui c'est Rioufol lui. À C'est Rioufol. Bah, c'est moi Pascal Pro, je suis désolé. Je vais venir la prochaine fois avec des lunettes rouges, vous allez voir. Avec- Moi je veux bien être Laurent Geoffrin. C'est la même imitation de Khazar que Khazar. C'est incroyable, vous en pensez quoi? Vous en pensez quoi? Allez, il y a de l'écho, on me dit. Ils sont de gauche, ils sont de On me dit, gauche. il y a de l'écho. On va régler le problème de l'écho. sont de L'écho gauche, de ils sont de l'enfer. gauche. Ah, mais attendez, je sais pourquoi, c'est ma faute. Ah, mais attendez, je sais. Et Exceptionnellement. voilà, il n'y a plus d'écho. Voilà. Y a Bienvenue plus d'écho. dans la vie de C'est Wissam. ma faute. Toutes mes excuses à l'équipe technique. Ouais. Je suis déjà en train de niquer le live. Comme Non, maman. Comment tu parles? Ouais, mais on est chez les jeunes, là, on est sur Twitch. Ah là, oui, chez les Youssef. jeunes, d'accord. Donc bienvenue à tous, on va faire ce rendez-vous de la Perme, ce petit rendez-vous qu'on a toutes les 2 semaines pour faire l'actualité et tout, en discuter Mais il manque quelqu'un. Il manque ensemble. quelqu'un Mais on aujourd'hui. va faire les présentations, Bah mais en ouais. fait c'est pas qu'il manque quelqu'un, c'est qu'on va essayer de faire une grande équipe, comme à CNews, Ah, une équipe qui d'accord. Merci. Merci. Là, là, c'était fort. Mais merci beaucoup, Lucas Lafourie, pour le don. Et je vais passer aux présentations. Alors, on va finir par, Ouais, bien sûr. par le meilleur pour la fin. Mais on va d'abord présenter dans l'ordre de qualité. Non, je rigole. Tariq. Non, je rigole, Bonsoir, c'est juste que t'es le premier. Ouais, y a Bonjour, pas de Tariq. souci, on y va. Comme d'habitude, Tariq qui nous accompagne. Et qu'on est presque à l'heure en plus. Ouais. On est presque à Grâce- l'heure. Ouais, Grâce- franchement, ouais, grâce à, Non, mais grâce à ouais, grâce Youssef, à tout faut le le monde, grâce à tout le monde. Grâce à tout le monde. Ouais, on a tous ouais, fait un Mais grâce surtout à... grâce à Youssef. Non, Surtout grâce à Youssef. De toute non. façon, tout est grâce à Youssef. Exceptionnellement, il est à l'heure, c'est pour ça que je dis Ouais. ça. Voilà. Le regard. Bonjour Samir. De Twitch. Donc voilà. Donc, T'es sur Twitch là? D'accord. Donc Tariq et on est à l'heure aussi. Je voudrais dire le travail de l'équipe technique, Bien sûr. dont Omar et Omar. Christophe que vous voyez pas, mais qui La a nuit du affalé dimanche. par Gros terre, taf, ouais. qui a affalé par terre pour régler le son. Donc Tariq, Samir, Tariq, politologue. il y a moyen de monter le son sans tout. D'accord. Vas-y Samir. il Oui, veut vous dire. bonjour, bonsoir. Non, je voulais juste dire que j'étais très content d'être là avec vous pour cette perme. Et je vous souhaite à tous une bonne semaine. Voilà, tout simplement. J'ai un peu chaud par contre. Je peux me mettre à l'aise? Ouais. Wissam? Oui, vas-y, enlève ta veste. Les gens, on est en train de. Ah, bien Ah, joué. Ah ouais, elle m'avait prévenu. Lève-toi un peu. Ouais, qu'on les voit bien, plis. que les gens voient bien. Eh ben, baisse-toi un peu. Voilà. Ah, le magnifique t-shirt. Il sera en vente. Il sera en vente pour la modique somme de 30 €. D'accord. 30 Ok, €. ok. Donc, si vous voulez des t-shirts, ces magnifiques t-shirts, n'hésitez pas à les demander. Faites les commandes. Envoyez des MP et tout. Et on vous enverra ce t-shirt pour la modique somme de 30 €. C'est fabriqué par des petits Chinois, donc de la qualité, des petites mains. Non, c'est Made in France. C'est Made in c'est Made France. in France Ouais, c'est Made in France. Mais nous, on est anti-France. Et ben, on va le faire fabriquer en Chine, c'est pas grave. D'accord. Donc, alors, comme on est Ou en anti-France, Tunisie. on va exploiter des petits enfants français. Voilà. Voilà. Donc ça sera notre manière d'être. Moi, je pense qu'on décolonial. peut les commander, ne pas les Contribution à payer. l'effort national, oui. On peut faire une grosse commande et ne pas la payer, par exemple. Reste comme ça, semi-accroupi, qu'on voit bien, s'il te plaît. Comme ça. C'est en mode sumo. Et il est super beau le t-shirt. Et d'ailleurs, on m'a fait remarquer, et c'est vrai qu'on avait enlevé son épi, parce qu'elle avait un épi là. Ouais. Donc merci. C'était Marianne, ça? C'est la photo de Marianne. Ouais, c'est ça, c'est la couverture de Marianne. C'est réel, quoi. C'était la vraie. Ah ouais, c'était une c'est ça vraie qui- image en fait Ouais. qu'on a récupérée pour. Voilà, on s'est dit on va l'immortaliser. J'étais pas au courant. Si, c'est Ouria qui m'a dit. C'est une Ouria qui balance, m'a c'est dit. une balance. C'est Ouria. C'est une balance. Et Je suis entouré de balances de toute façon. à côté de toi, Samir, on a Monsieur Oh là Youssef là. Boussouma qui surveille Faut-il quelque le chose. présenter? Tu surveilles quoi sur ton portable? Rien du tout, je partageais. Bonjour, comment allez-vous? Très bien Ça et va toi? très bien, et toi? Ça va bien, vous vous portez bien? Oui, alhamdoulilah. 15 jours, Alhamdoulilah, ouais. Ça va vite, hein? 15 Le temps longues passe journées vite, ça à va très attendre ton Il retour. s'en est passé des choses depuis, hein. Ouais. Franchement. ouais. Hein. Ouais, Faut pas qu'on se le quitte trop monde s'est longtemps parce écroulé. que Bah si, il se ouais. passe tellement de choses que la prochaine fois qu'on va se retrouver dans 15 jours, serons-nous encore vivants? C'est ce que je vais dire. Si on Ouais. se On va se retrouve. retrouver vraiment. C'est Voilà. peut-être Voilà. peut-être la dernière. C'est Donc- peut-être la dernière Ouais. fois. Dans un bunker, peut-être qu'on fera cette Alors émission bonjour dans un notre bunker. ami
Et bah bonjour. À notre Axel. ami. Là. Elle là. Et enfin, la dernière, vous voyez que l'équipe change petit à petit. On va essayer de faire tourner un petit peu. Et on accueille pour la première fois en plateau, parce qu'on a déjà accueilli lors Ouais, sur d'un live. Twitch, ouais. Donc la Ouais. première fois en Ouais. plateau, Madame Sabrina. Voilà. Bonsoir Sabrina. Et je suis très contente d'être là. Ça me fait très plaisir de venir ici. Et puis on est bien accueillis. Donc, Alors il faudra plaisir. augmenter le son pour Sabrina. Merci. Et donc oui, c'est ta première fois. Et toi, est-ce que tu peux te présenter au public qui ne ouais, te connaît bah, pas? je suis une militante des luttes sociales, quoi. Et il y a quelques jours, il y a un faf qui m'a appelé Louise Michel de Barbès. Je trouvais que c'était assez bien Ouais, trouvé. c'est bien. Ça me va bien. Barbès. Voilà, Louise Michel de Barbès. C'est sympa d'ailleurs. Donc Louise Michel, bon, une anarchiste Bah, la 19e classe, hein. siècle. Lisse. Elle a vécu à Barbès. Mais pourquoi c'est un Comment faf, t'as dit cela? Mais c'était Ouais, plutôt c'est un un faf. compliment, fallait dire. Ouais, mais C'est un tu sais, compliment, des donc, fois, il trouve c'est comme avec Kazib, il avait appelé l'imam des goulags. Moi, je trouvais que c'était bien trouvé aussi. Imam clair. des goulags. Ouais. Islamo-gauchiste, Ouais. quoi. Ils ont Non, de mais, l'imagination, hein. Il y a des trucs à tirer des femmes. Ouais. Parce que Il faut faire On le pourra jus, faire quoi, le faut service tirer du com. jus. Tu vois, Ouais. quand on les aura tous emprisonnés, on les prendra, on fera un service com avec eux. Voilà. Bah ouais. Non, mais Voilà, une bonne par- utilisation. Parmi les figures de gauche, de l'extrême gauche et tout, Louise Michel, c'est l'une des rares qui, même sur les questions coloniales et Ah, tout, était a Elle excellent. été était une excellente. pionnière. Qu'elle avait, complètement, ouais, elle avait oui. refusé de rejoindre la Ouais. contre-révolution. Et elle, tu sais, elle a des été en Kanaks. Algérie. Kanaki. Elle a été en Kanaki, Algérie. Oui, elle était en et, Algérie aussi, oui. Et elle a même écrit Oui, beaucoup de textes sur sa solidarité avec les résistants algériens de l'époque, quoi. Un peu comme Tout à fait. Kollontai en C'est, URSS. quoi. Pardon. Un peu comme Kollontai en URSS, plus tard. Ouais. Non, mais parce que Alexandra. Donc bonne Alexandra, ouais, référence, ouais. Très bonne Bah ouais. référence. on me dit que j'aime pas la France. Bah, la France de Louise Michel, moi je dis oui. Bah oui. Complètement, Ça, ouais. ça, c'est la France qu'on aime. Bah, évidemment. Ouais. La France des Ouais. communards, on Ouais. dit oui. hein. Ouais, bien sûr. Bah, après, en fait, ce qui est fou, c'est qu'il y a des communards qui ont été déportés en Kanaki. Il y a eu une révolte des Kanaki et certains communards ont rejoint les forces de l'ordre françaises qui leur promettaient de te libérer. Et parmi ceux qui n'ont pas fait, il y a Louise Michel. C'est pour ça que je dis que. Et en Algérie également, parce que avant même la Commune de 48. Paris, absolument. Ceux qui avaient été déportés en Algérie avant même la Commune de Paris, hein, donc après les défaites françaises de septembre. De septembre 70, eh bien un certain nombre de communes, enfin pas de communes, Alors, tu vois, déportés Tu vois, politiques, Sabrina, Louise Michel, Merci, ça part. merci. ont voulu faire, Ouais, non, mais avec une, plaisir. ont voulu faire Ouais. une commune libre à Alger, mais sans les Arabes. Et donc c'était pas mal. Quoi. Excusez-moi, Ouais. je réglais le problème de son aussi en même temps. On me disait Ouais, qu'il ouais, n'y avait ouais, pas. on a il y avait remarqué, pas- ouais, ouais. J'ai dit à Christophe, mais augmente le son à fond, il faut pas hésiter. Parce que, en fait, je regarde, même moi qui parle très fort, je vois que je suis pas très très fort. Donc, je vous laisse régler ça. Et On puis- va commencer. Et puis bonjour à tous les gens qui sont dans le chat. Ouais, Bah oui. ça là. Et il y a NSM qui est là. Donc Il y a NSM on qui lui est fait de une retour. spéciale dédicace. Donc Nassim, salam alaikum. Et puis à tout le monde. Hein. Ouais, Olaya, j'ai vu. tous les modos. Merci pour la force. Ouais, Voilà. j'ai vu, il y a Zamba Live, Olaya, j'ai vu toute l'équipe. Salut tout le monde. Et on va commencer avec. Salut Mood the Boot, salut. On va commencer avec le premier sujet. Avant, on va garder l'Ukraine pour la fin, Ouais, au voilà. milieu C'est le d'émission. plat de résistance. Parce que si on commence par l'Ukraine maintenant, on va faire 1 heure sur l'Ukraine. Donc on va passer par des petits sujets avant. Des sujets qui étaient pour nous prioritaires, mais qui maintenant, vu l'actualité, on va en parler maintenant de façon très courte. Déjà, je voudrais qu'on parle du nouveau des hijabeuses. Apparemment, il y a eu une victoire, il y a eu quelque chose comme ça. Ouais, Sabrina. elles avaient prévu de faire un rassemblement mercredi dernier et de faire un match de foot justement au moment où la loi allait être votée. Et elles ont gagné, c'est une victoire. Et l'amendement qui interdisait le port du foulard pour les compétitions sportives n'a pas été adopté. Donc voilà. Et moi je trouve qu'elles ont fait une lutte franchement très propre. Chapeau, c'est un exemple d'auto-organisation comme ça vis-à-vis de la répression, franchement, qui devrait donner qui devrait être un exemple pour je pense, beaucoup d'autres luttes. Seule la lutte paye. Mais pour Seule des la femmes lutte paye. voilées, elles se débrouillent bien. Hein. Moi, je croyais qu'elles pouvaient pas se débrouiller sans nous et tout, qu'elles étaient enfermées chez elles, qu'elles savaient rien faire. Elles nous montrent l'exemple. Que des Svenge, ben non.
Ouais, il y a même une footballeuse qui a pris la parole en disant bah moi je suis lesbienne, je suis avec ces meufs là et on est dans une lutte commune pour pouvoir être qui nous sommes et voilà, et ça casse un peu l'idée que les femmes voilées elles se battent que pour elles. Non, c'était non, c'est bravo à elles. Franchement, Ouais. on Déjà, peut être fiers. respect à elles parce qu'elles elles se sont prises en main, c'est-à-dire elles sont pas restées en mode victime. Maintenant, faut pas oublier que une des principales organisations qui lutte contre l'islamophobie en France a été dissoute. Faut jamais oublier de le rappeler, c'est le CCIF. Et voilà, et pas oublier de dire aussi que voilà, l'islamophobie, elle n'a jamais été aussi présente. Là, elle s'est incarnée donc par cette proposition de loi absolument ignoble pour empêcher les jeunes femmes de pratiquer le foot. Mais voilà, au-delà de ces femmes-là, je pense c'est l'islamophobie de manière générale qu'il faut, comment dire, combattre, quoi. Et voilà, et surtout que toutes les personnes qui, à un moment donné ou à un autre, s'organisent pour lutter contre l'islamophobie, arrivent à plus travailler ensemble. En tout cas, moi, j'espère, quoi. Youssef, on m'a dit, Youssef pose le téléphone. Il y a Olaya qui a dit ça, il y en a d'autres qui ont dit Youssef il est encore en train d'essayer de chercher la clé Wi-Fi. Donc faites attention, messieurs, dames, avec vos portables. On vous regarde, on vous surveille dans le chat. Tariq, tu voulais ajouter quelque chose sur les hijabeuses? Non, Victoire, toi tu t'en fous, toi. Ouais, histoire de bonne femme. Moi, je vais quand même ajouter. On parle géopolitique. Je vais ajouter bien fait pour Nathalie Arthaud parce que la semaine dernière, elle s'était pas positionnée. Oui. Elle avait carrément dit que bon, c'était des luttes qui étaient des luttes. Quel mot elle avait utilisé? Ouais, voilà, des trucs finalement qui sont pas importants. Et bah bien fait pour elle, voilà. Alors, ça divise la classe ouvrière. Alors. Oui, c'est exactement ça. C'est la position classique de lutte ouvrière. Lutte ouvrière sur ces questions-là, qui sont le racisme ou qui sont d'autres questions, considère, selon une grille de lecture qui est complètement surannée, qu'il s'agit de superstructures et qui évidemment ne relèvent pas de l'infrastructure essentielle, la lutte de classe, etc. Et il y a toujours eu un mépris de la part de certains gauchistes et de certains courants marxisants, disons-le, mais qui, à mon avis, ont mal compris le marxisme, consistant à considérer que le racisme ou la lutte des femmes relevait de considérations tout à fait secondaires et que tout cela serait réglé après la prise du pouvoir par les travailleurs. Évidemment, c'est une vision complètement obsolète que plus personne n'ose défendre. Enfin, si encore, et entre autres, lutte ouvrière. Mais en fait, c'est le problème de l'approche fonctionnaliste, c'est-à-dire qu'ils voient le voile, c'est un peu aussi comme le racisme, ça n'a qu'une fonction pour le capitalisme, que pour le capitalisme, c'est de diviser. Mais en fait, ça n'indique pas que, ben oui, mais c'est pas seulement pour le capitalisme. C'est-à-dire que le racisme, ça aide les ouvriers blancs et le sexisme, ça aide les ouvriers mâles. Donc en fait, c'est un peu l'approche que ça sert que le capitalisme. C'est la fonction que pour le capitalisme. On va continuer. Il voulait ajouter un truc, mais j'ai oublié, c'est pas très grave. Ah oui, on me parle dans les nouveautés là, dans l'actualité sur l'islamophobie, on me parle de l'attentat. Apparemment, il y a eu une attaque à Pessac. Pessac. Ouais. Ah ouais. C'est à la mosquée, à la voiture bélier, c'est ça, ouais. Moi, j'ai vu. On n'en a pas beaucoup parlé parce que. Ce sont deux choses. Excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Ce sont deux choses différentes. Il y a eu l'affaire de Pessac où il y aurait eu l'imam. La mosquée de Meaux, moi, je crois. C'est autre chose. Il me semble qu'il y avait une mosquée à Meaux où il y avait une voiture qui avait foncé dans une mosquée, un truc comme ça. Et c'est arrivé, je crois, le jour de l'invasion de l'Ukraine. Du coup, c'est passé complètement inaperçu, peut-être même dans nos réseaux antiracistes. Et effectivement, il n'y a pas eu de blessés, mais il y a eu clairement un mec qui est rentré en voiture et on voit la photo de la mosquée qui est défoncée, quoi. Je me suis rappelé de ce que je voulais dire, c'était par rapport à Nathalie Arthaud, où je voulais quand même un tout petit peu la défendre. Et dire que malgré tout, elle avait des positions un peu plus meilleures que celles que par exemple de Roussel qu'on a chez certains communistes, où elle est en mode d'accord, tu vas loin là, où elle est en mode mieux que Zemmour. Oui, non mais excuse-moi de chercher du positif un petit peu, mais qui a quand même dit qu'elle font ce qu'elle veut, si elle veut porter le voile, elle le porte, qu'elle s'en ficherait, elle veut dire, parce qu'on pour rendre un peu justice un peu à lutte ouvrière, ils sont quand même venus à beaucoup de manifestations contre l'islamophobie, même s'ils ont un discours que je trouve un peu arriéré, un peu caricatural, un peu dépassé sur le racisme. Ils ont moins le mérite d'être là, et je pense que même pour eux, là, c'est
c'est trop, quoi. Je veux dire, faut arrêter d'abuser. Alors que pour certains à gauche, faut aller encore plus loin. Je veux dire, il y aurait une interdiction totale du voile. Alors qu'il n'y a pas C'est vrai. ça. Elle est quand même pas du niveau de Roussel. Voilà. Il faut se souvenir quand même qu'en 2004, avant la loi, enfin en 2003, c'était beaucoup de, ou c'était en 89 à Cré, je sais plus, mais c'était beaucoup de profs issus de lutte ouvrière qui avaient fait pression et qui avaient organisé aussi Lutte ouvrière et du des NPA. pressions. Hein. Oui, surtout lutte ouvrière à l'époque, Tout qui à avait fait. organisé des pressions pour exclure les filles À Aubervilliers. de l'école à Aubervilliers. C'était l'affaire d'Aubervilliers. Voilà, mais c'était des profs de lutte ouvrière, c'était pas des profs Absolument, n'importe quoi, absolument. donc, Alors, ils ont une attends, grande lutte responsabilité. ouvrière, et j'insiste, du NPA. Hein. À Aubervilliers précisément. Hein. D'accord, je savais pas du NPA. LCR. L'ancienne LCR. On me dit à l'oreille LCR. Merci. Merci, Catherine Barma. Beaucoup, merci. On a recruté Catherine Barma parce qu'elle était un petit peu en chien de boulot là, donc on l'a draftée, on l'a récupérée d'Ardisson. Et tu voulais parler de la mosquée de Pessac. Bah, c'est notre ami Omar, qu'on salue là. Je n'ai rien écouté, donc bonne chance. Notre ami Omar qui a la technique là, qu'on salue en tout cas, ainsi que notre ami Christophe. Eh bien, Omar nous disait tout à l'heure qu'il y a eu quelque chose, alors j'avais pas entendu, mais qu'il y avait eu quelque chose à la mosquée de Pessac. Oui, il y a une mosquée à Pessac qui est visée par une procédure de fermeture. Alors, me dit-on à l'oreillette. Ça va permettre de faire. Il s'est passé quelque chose. Allez, alors une seconde. Allez sur Google. Alors une seconde. Alors une seconde, Wissam, avant de parler. Ouais. Écoute, c'est le lien avec ensuite la dissolution des organisations pro-palestiniennes. Non, mais ce que disait Omar, c'est Parce que. que, alors, je rappelle, c'est que donc. Ils ont critiqué l'islamophobie, c'est ça que disait Omar. Que la mosquée avait en fait communiqué sur les dangers de l'islamophobie et que du coup, hop, fermeture, voilà. C'est pas des accusations de terrorisme ou des choses comme ça, d'après ce que j'ai compris. Non, mais c'est encore un autre. C'est exactement cela. Bon. Alors, c'est vrai que ça veut dire qu'on touche à quelque chose d'extrêmement grave. Extrêmement grave, surtout que la France se prévaut, soi-disant, de la défense des droits de l'homme et de la démocratie en Ukraine actuellement, est fortement concerné, se sent fortement concerné, Macron, par la défense de la démocratie en Ukraine, c'est bien, on le remercie. Mais dire une chose quand même, c'est que l'argument qui est donné, enfin, les poursuites qui seraient engagées contre l'imam de la mosquée de Pessac actuellement, à savoir qu'il a dénoncé l'islamophobie, ça veut dire qu'aujourd'hui, dénoncer l'islamophobie en France est redevable des tribunaux. Dire que le gouvernement a une politique islamophobe. Alors, on ne comprend pas. D'une part, parfois l'islamophobie n'est pas reconnue. On dit que non, c'est quelque chose qui est inventé par Khomeini, etc., que le concept lui-même. Mais d'autre part, dire que le gouvernement est islamophobe, eh bien, c'est condamnable. Alors, il y a une sorte de schizophrénie là qu'on aimerait comprendre. Ce qui est d'extrêmement grave, c'est que l'association, on va en dire un mot puisque ça nous permet de faire le lien, les deux associations de solidarité avec la Palestine qui ont été dissoutes, enfin dont la dissolution est en cours actuellement, demandée par Darmanin. Ces deux associations donc de Bordeaux, comment le Comité d'Action Palestine de Bordeaux et Palestine Vaincra, le Comité Palestine Vaincra de Toulouse, eh bien dans ce qui est retenu contre le Comité Palestine Vaincra de Toulouse, eh bien c'est le fait, et c'est extraordinaire, c'est écrit noir sur blanc, c'est le fait que c'est une association qui déclare qu'il y a une politique islamophobe au plan mondial. Et que effectivement, eh bien, le gouvernement français participe de cette islamophobie mondiale contre les musulmans. Eh bien, ça fait partie, c'est extraordinaire, c'est une association de solidarité avec la Palestine, ça fait partie de l'argument qui est donné. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous dites que le gouvernement français a une politique islamophobe, vous pouvez être poursuivi, enfin, en tout cas, poursuivi, non pas encore, mais en tout cas, votre association peut être dissoute. Oui, c'est pour être plus précis, c'est si on est membre d'une association politique et qu'on dit ça, je veux dire, à titre individuel, par exemple, je peux dire la France je parle islamophobe, d'association. Je parle d'association, bien évidemment, c'est ce que j'ai dit. L'association peut être dissoute. Parce qu'après, les gens me diront, non, moi je peux le dire. Oui, non, mais ça c'est. C'est ce qu'on appelle. Ce matin, je l'ai dit dans ma salle de bain, je me suis pas fait arrêter. C'est ce qu'on appelle communément un délit d'opinion. C'est un délit d'opinion. C'est un délit d'opinion. Et c'est là qu'on franchit quand même un cap supplémentaire. Alors, on précise quand même que c'est pas encore des poursuites judiciaires. Non, c'est pas encore des poursuites judiciaires. Mais quand même, on peut être dissous pour cela. Mais le simple fait de vouloir dissoudre, quand bien même ça n'irait pas vers la dissolution, d'ailleurs c'est comme pour Nantes révoltée, on ne sait pas ce que ça va, sur quoi ça va déboucher, mais le simple fait d'afficher cette volonté de vouloir dissoudre sous des prétextes complètement fallacieux, et surtout sur des prétextes complètement illégaux, c'est-à-dire des prises de position politiques dans un pays qui se targue d'être un grand exemple de la démocratie. Mais quand on fait le lien entre justement le comité Palestine Vaincra et par exemple Notre Révolté, je me dis il faut vraiment prendre au sérieux
le gouvernement lorsqu'il parle d'islamo-gauchisme. Parce que ça peut nous paraître complètement loufoque, ça peut nous paraître complètement fou, mais en tout cas, leur grille de lecture, en tout cas leur grille répressive, s'appuie sur cette vision de l'islamo-gauchisme qui gangrènerait la République. Et en fin de compte, quand on voit qu'ils veulent dissoudre Nantes Révolté, le comité Palestine vaincra ou le CCIF, on est exactement dans leur définition de l'islamo-gauchisme. Fait, ouais. Mais d'ailleurs, ça fait partie des alertes qu'on faisait déjà à l'époque du CCIF, de leur dire mais ils vont pas s'arrêter là. Et ils vont dissoudre des organisations politiques, et notamment au sein de la gauche radicale, et petit à petit on s'en rapproche. Déjà Nantes Révolté, après c'est pas vraiment une organisation, je sais pas. Alors Nantes Révolté, justement, c'est ça qui est un petit peu bizarre, et je pense vers quoi vont pouvoir tabler les avocats, c'est que Nantes Révolté, c'est pas une association, c'est pas un média en fait, on ne peut pas dissoudre quelque chose qui n'existe pas légalement, parce que Nantes Révolté, c'est des gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui produisent du contenu. C'est un groupe informel, il n'y a pas de forme. C'est un groupe informel, et en fait, ce que disaient les avocats et les journalistes, c'est ils vont dissoudre quoi en fait? Une idée. Les personnes. Une idée. Et là, ça rejoint complètement ce que tu dis, c'est que eux-mêmes, en fait, ils ont décidé de ce truc islamo-gauchiste, d'en faire un truc nébuleux comme ça. Voilà, les islamo-gauchistes, on va vous dissoudre, quoi. Hein, on va vous dissoudre partout, par toutes les attaques. Bon, moi, ce que j'ai remarqué quand même, c'est que quand Nantes Révolté a reçu toutes les attaques de Darmanin, on en a quand même pas mal parlé. Ils ont reçu un soutien de journalistes. Y a même Mélenchon qui a tweeté en disant soutien à Nantes Révolté. On a eu des personnalités politiques qui ont réagi. On a senti tout de suite que ça faisait bloc. Alors que c'est un petit média. C'est un truc... avant, je pense qu'il y a plein de gens qui ne connaissaient pas. Hein, Youssef, tu connaissais peut-être pas Nantes Révolté avant. Tu connaissais Nantes Révolté. Bon. Tu connais Nantes Révolté, toi? Ouais. Il est parmi les fondateurs de Nantes. Youssef, le Black Bloc. Ben oui. Et finalement, et là, tu vois, les deux menaces de dissolution des associations, elles sont passées relativement en crème, et elles passeront certainement assez crème, et même les autres qui viendront aussi. Et là, quand même, on peut se demander pourquoi vous estimez que de dissoudre un média, qui n'en est même pas un, c'est plus grave que de fermer des mosquées dans la même semaine, et puis ensuite faire des trucs, faire des déclarations dramatiques au dîner du CRIF, et sur le même jour dissoudre des associations. Là, je pense qu'il faut que la gauche blanche elle puisse aussi se remettre en question là-dessus, et en se demandant quand même à quel niveau elle se situe sur ce point-là. Casse-mouille un peu. Alors, je voulais juste dire merci à Génie au foyer pour l'abonnement. Mouille-toi à la gauche blanche. Ça peut être peut-être un point positif, entre guillemets, de cette volonté de vouloir dissoudre Nantes Révolté, c'est que justement, une partie de la gauche blanche se disent, en fin de compte, ce n'est pas seulement les musulmans qui sont concernés, par presque pur... comme avec les gilets jaunes qui se sont pris des LBD, tu veux dire. Par pur réflexe, parfois même égoïste, de se dire, en fin de compte, si on veut pas peut-être s'allier, ou en tout cas porter notre solidarité envers les musulmans, les indigènes, parce qu'on est solidaire de leurs organisations, etc., au moins faisons-le pour nous. Et peut-être justement que ce genre de volonté de dissoudre des organisations comme Nantes Révolté va les conduire à une forme de sursaut, pour comprendre qu'en fin de compte, après Nantes Révolté, ce sera sans doute des syndicats. On ne sait pas. Mais en même temps, c'est un peu flippant, parce que ça voudrait dire qu'ils auraient besoin de ressentir dans leur chair, tu vois. Malheureusement, c'est trouver un peu de compassion. Putain, c'est vrai qu'une LBD dans la gueule, ça fait mal, putain. Bah regarde l'Ukraine, mais on va en reparler après. Mais le problème, c'est que cette grille d'interprétation, elle est juste. On se dit toujours d'abord les autres, et ensuite, ça a toujours été le cas. Alors on pense évidemment à l'Allemagne nazie, etc. Au début, ça commence par les Juifs, les communistes, etc. Vous connaissez la fameuse phrase du pasteur, là, des Meyer. Et donc, du coup, je ne connais pas. C'est quoi la phrase? Mais nous, on lit pas de livre. Eh bien, lorsqu'ils sont venus pour arrêter les Juifs, je n'ai rien fait parce que je n'étais pas juif. Lorsqu'ils sont venus pour arrêter les communistes, je n'ai rien fait parce que je suis pas communiste. Lorsqu'ils sont venus, etc. Et à la fin, quand ils sont venus m'arrêter, il n'y avait plus personne. Parce qu'il était nazi. Et c'était lui qui arrêtait les gens. Avec un accent allemand, ça doit être plus drôle. Écoutez, on va pas. Écoutez, avec les un amis, petit accent c'est un allemand. sujet qui est grave. Quand même, je vous demande de vous arrêter. Écoutez, ils sont venus chercher mon voisin. Maintenant du baladier. J'ai rien dit. Nein. Écoutez, c'est des sujets graves. Mais écoutez, ce sont des sujets graves, les amis. Bon, alors je termine juste en disant que ça c'est mieux. J'aime bien cette version. Que je ne sais pas si ça marche. En fait, ce truc qui consiste à dire, regardez,
ça commence par nous, on vous l'avait dit, d'ailleurs c'est vrai qu'on n'arrêtait pas de le dire, surtout cette espèce de sale jeu sur l'islamophobie. On l'avait toujours dit au départ, on disait, on n'a jamais vu un mouvement comme cela qui s'arrête soudainement, tout d'un coup. Quand on disait, ça va être beaucoup plus grave, ça va être beaucoup plus grave, ça va être beaucoup plus grave, et les gens nous disaient, non, tout de même. Et on dit, lorsqu'on observe l'histoire, on n'a jamais vu un mouvement raciste profond comme ça, qui s'enquiste réellement, et qui tout d'un coup s'arrêterait. C'est un petit peu comme une boule qui descend comme une pente. On ne voit pas pourquoi la boule s'arrêterait si jamais il n'y a pas quelque chose qui l'arrête. Et ce coup d'arrêt à cette boule du racisme qui descend cette pente de façon absolument terrible, eh bien, ce coup d'arrêt ne vient pas. Alors on va peut-être en parler avec les élections, etc., présidentielles, avec une possible coup d'arrêt, mais en tout cas, ça ne vient pas. Et c'est ça qui est absolument dramatique. Donc on a beau dire aux gens, attention, ça commence par nous, et ensuite ça va être vous, je pense que malheureusement, c'est comme ça, tant que les gens ne font pas l'expérience par eux-mêmes, il y a peu de chance. Moi, je suis un petit peu pessimiste là-dessus. D'ailleurs, est-ce que j'ai pas beaucoup vu, mais j'ai vu qu'il y avait des soutiens pour Nantes révoltée, mais pour Palestine vaincra et tout, j'ai l'impression que ça restait à l'extrême gauche, quoi. J'ai vu Anas Kazib. Les soutiens, on va dire, auxquels on peut s'attendre. Ouais. Alors que pour un média blanc, on a bien vu que ça dépassait en fait les attentes. Là, bon, moi, franchement, les seuls soutiens que j'ai vus, c'était dans la sphère antisioniste. Hein. Je veux dire, plus, le sujet de la Palestine et tout. La plupart, c'était des groupes BDS. T'as eu quand même les habituels. Quoi. Ouais, voilà, les habituels. C'est-à-dire, c'était pas les gens qui ne sont pas dans cette, des activistes acharnés de cette cause, on va dire, et qui disent bon, on soutient en pleine élection présidentielle, c'est un sujet quand même qui peut être hautement inflammable, quoi. Je pense qu'il y a plein de responsables politiques qui vont peut-être pas vouloir trop mais je pense, vu les accusations, quand même, Darmanin dit que c'est Macron qui lui a demandé de dissoudre, il le précise en plus, hein, c'est Macron qui m'a demandé de dissoudre les associations pour des actes très graves, terrorisme, et je pense qu'effectivement il y a beaucoup de gens qui vont pas prendre le risque d'aller se mouiller parce qu'on ne sait pas trop quand même, hein. Ça reste quand même un sujet, on va pas prendre le risque de peut-être s'acoquiner avec des idées qui à un moment donné peuvent nous être retournées. Mais c'est ça, ils jettent toujours l'anathème sur les associations qui sont dissoutes, et après les gens sont toujours mais il y a peut-être c'est pas clair, mais j'ai envie de dire, mais toutes les dissolutions qui ont été faites dans l'histoire, veut dire, celui qui dissout donne des raisons. On va pas se fixer sur ces raisons, sinon il y a toujours des mensonges. Ça rappelle aussi, tu sais, par rapport à Tariq Ramadan, quoi, les gens qui n'osaient pas le défendre en tant que, enfin, je veux dire, de manière fondamentale, en tant qu'indigène, en tant que musulman, etc. Mais en disant mais quand même ce qu'il a fait, tu vois. Alors, concernant mais là en plus c'est vraiment, pour moi, c'est au-delà de ça, c'est vraiment des anathèmes, et en plus c'est vraiment la stratégie du millefeuille, c'est-à-dire que une preuve en elle-même, tu dis c'est pas un truc de ouf. Par exemple, le CCA, je me rappelais des commentaires sur leur page Facebook, tu dis non mais tu vas pas être, et eux ils font ça en fait, plein de petits trucs, tu dis mais il y a rien, et en fait ils font un gros truc comme ça pour montrer qu'il y a quelque chose, alors que non mais c'est complètement construit. On est en plein salut tout le monde déni de droit, enfin on est en plein déni de droit, et on dit ce sont vraiment des délits d'opinion concernant les associations de solidarité avec la Palestine, et notamment le comité Palestine vaincra. L'accusation consiste à dire que le comité Palestine vaincra soutient une organisation qui s'appelle, c'est le FPLP, le Front Populaire de Libération. C'est un peu pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu les marxistes de Palestine. C'est même complètement. Tu as tout à fait raison. C'est une organisation marxiste. Enfin, il y en a d'autres, mais c'est la principale organisation marxiste palestinienne, avec le FDPLP qui est une scission du FPLP d'ailleurs. Et donc ces associations sont des associations marxistes-léninistes, même disons-le, qui sont très anciennes, qui sont extrêmement connues, qui avaient des liens avec beaucoup de pays socialistes à l'époque, donc l'URSS, Cuba toujours, etc. Donc des associations, enfin des organisations palestiniennes parfaitement respectables qui ont mené la lutte depuis le début. Et donc ce qui est absolument incroyable, c'est que être solidaire du FPLP aujourd'hui, qui siège d'ailleurs à l'OLP, qui fait partie, qui est une des plus importantes organisations de l'OLP, c'est la deuxième après le Fatah, eh bien c'est considérer que cette organisation est une organisation terroriste, absolument incroyable. C'est absolument incroyable. Et donc ça, c'est l'argument qui est donné. Et on est en plein déni de justice. Et ce qu'il y a de grave, c'est que ça montre aussi un autre problème qu'il y a dans ce pays. Non seulement il y a ce que le gouvernement fait, mais il y a l'absence de réaction en face. C'est-à-dire que même au niveau de la presse, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a très peu de gens qui, simplement au niveau prennent position et disent « mais c'est un non-sens total ». Je veux dire, c'est un déni total de justice. Et ça a été fait le jour où il y a le dîner du CRIF. Et en quelque sorte, c'était une sorte de... Justement, on peut enchaîner sur ça, sur le dîner du CRIF, et avec cette déclaration le jour même de Castex,
qui dit notamment que la capitale historique d'Israël, c'est Jérusalem. Éternel du peuple juif. Du peuple juif. Alors, éternel du peuple juif. Alors, c'est encore plus dingue, d'une certaine façon, parce que ça implique les citoyens de confession juive de ce pays. Et il y en a un certain nombre qui ne se reconnaissent pas du tout dans l'État d'Israël et surtout dans les actions de l'État d'Israël. Et donc, Darmanin reprend à son compte cela, et c'est extrêmement grave de ce point de vue. Et d'ailleurs, en plus, il a... Si on peut faire le lien aussi avec d'autres associations, c'est qu'il a critiqué de manière très véhémente Amnesty International et le rapport qu'elle a établi en parlant d'apartheid. Et tout à l'heure, on parlait de délit d'opinion. Peut-être qu'un jour, à un moment, on dira à des associations quand même reconnues internationalement comme Amnesty International. C'est pour ça qu'on dit, en fait, là, on peut s'attaquer à Palestine vaincra, Nantes révolté, ça peut paraître d'extrême gauche, etc. Mais je trouve que le discours de Castex envers Amnesty International, qui est quand même une institution respectée dans le monde entier, le fait qu'il s'attaque à elle et à son indépendance, en fait, qui fait quand même un travail de terrain, un travail de recherche quand même assez important et reconnu. Je trouve que c'est quand même, encore une fois, un pas qui est franchi, qui est extrêmement grave. Alors, ce qui est encore plus grave, c'est les contradictions de Castex. Parce qu'en mai dernier, Castex mettait en garde Israël contre la possible survenue d'un apartheid concernant les Arabes. Et aujourd'hui, au dîner du CRIF, il dit, mais c'est absolument un non-sens, c'est absolument incroyable de dire qu'il y a un apartheid en Israël. Donc, on aimerait savoir ce petit bonhomme, d'accord, comment il réagit. Bah oui, d'accord. On aimerait savoir c'est quoi. Expression, tu sais, en stock. On aimerait savoir c'est quoi son logiciel. Est-ce que c'est à partir de principes, auquel cas après c'est principe contre principe et on peut en discuter, ou est-ce que c'est complètement opportuniste? Et là, il se trouvait au dîner. Alors dans ce cas, c'est extrêmement grave pour un Premier ministre, extrêmement grave qu'il ait une attitude comme ça opportuniste qui ne tient même pas compte du droit. D'accord. Mais il lisait un discours de Macron en plus, il me semble. Hein. Oui, alors il disait un discours de Macron. Alors c'est encore plus grave parce que c'est même pas c'est même pas le Premier ministre, c'est Macron. C'est Macron lui-même. Et Macron qui ose dire qu'il n'y a pas d'apartheid en Israël. Et Macron, de quel point de vue il parle? Il est palestinien pour le dire d'abord. Il subit ce que subissent les Palestiniens pour le dire. Il est simplement allé voir. Il n'est même jamais allé voir. Il n'en a rien à faire. C'est uniquement de l'opportunisme politique. Et c'est extrêmement grave. Extrêmement grave. On te sent remonter. Remonter parce que pendant qu'on parle de l'Ukraine, les assassinats en Palestine continuent. Tous les jours, il y a encore des gosses qui ont été tués. D'ailleurs, je veux dire, par exemple, on parle du respect du droit international. Est-ce que Jérusalem, c'est pas contraire de dire que c'est la capitale de... Bien évidemment, c'est contraire totalement au droit international et ça n'est pas parce que Trump avait décidé cela, c'est que officiellement au niveau de l'ONU conteste totalement, c'est totalement illégal au regard de l'ONU. Donc le fait que la France prenne une position qui est en contradiction totale avec les positions traditionnelles de la France concernant la Palestine. Il y a 2 points essentiels concernant la position française sur la Palestine. C'est d'une part sur Jérusalem, et évidemment la France n'a jamais reconnu le fait que Jérusalem soit considérée comme la capitale d'Israël, parce que ça fait partie d'un contentieux, d'un débat, et en tout cas, la France ne l'a jamais reconnu, pour des tas de considérations sur lesquelles on pourrait revenir. D'abord, il s'agit aussi des intérêts propres de la France à Jérusalem même, mais deuxièmement, c'est la 242. C'est la résolution 242 sur l'établissement d'un État palestinien. Or, Israël a réellement complètement fracassé cette résolution 242, ne veut évidemment pas, c'est pas parce qu'Israël dit que Israël est d'accord pour un deuxième État palestinien, pour un État palestinien, que c'est le cas. C'est qu'Israël a tout fait pour détruire la résolution 242 qui prône l'établissement d'un État palestinien en Cisjordanie et Gaza. Et aujourd'hui, le gouvernement français s'assied sur cette résolution, c'est extrêmement grave, c'était les résolutions gaulliennes traditionnelles, et sur effectivement Jérusalem, capitale d'Israël, qui n'a jamais été reconnue, qui est reconnue par très peu d'États dans le monde. Et même Biden aujourd'hui revient dessus, plus ou moins, sur cette décision de Trump. C'est-à-dire qu'il ne la met pas en application. On voit bien qu'il traîne des pieds et qu'il ne veut pas la mettre en application du tout. D'accord ? Même au niveau du transfert, des ambassades, etc. Donc, ça veut dire que la France, uniquement par démagogie, mais stupide en plus. Elle va plus loin que même les Américains. Elle va plus loin. Le fait que le chef de l'État français, aujourd'hui, dise cela, alors les gens ne s'en rendent peut-être pas compte, mais c'est une contradiction totale avec la tradition française, avec la doctrine traditionnelle, quoi, on va dire. Qui était une doctrine, à mon avis, équilibrée. On peut en penser ce qu'on veut, mais qui était une doctrine, pour un État, évidemment, nous, ce n'est pas notre cas, mais qui était une doctrine relativement équilibrée. Et ça, c'est aussi quelque chose d'extrêmement grave. Extrêmement grave. C'est un abandon total des Palestiniens. C'est un abandon total des Palestiniens. C'est un mépris total pour les Palestiniens. Ça veut dire, vous ne vivez pas d'apartheid. On n'en a rien à faire de ce que vous vivez. Non, c'est pas vrai. Vous ne vivez pas l'apartheid. Ça n'existe pas. Et en plus, c'est donner raison à l'unitaire, disons, aux politiques du fait accompli israélienne. Ces politiques à chaque fois et qui sont extrêmement délétères parce que ça ne va pas provoquer de la paix.
ça va provoquer de la violence pour toujours. C'est ce que M. Macron devrait savoir. Ça normalise la violence. Que la France, la France qui avait une aura quand même, on se souvient de Chirac à Jérusalem, etc. Aujourd'hui encore même des enfants ont été blessés par la police criminelle. Bien sûr. Lounès, donc voilà, c'est extrêmement grave et on attire l'attention des gens là-dessus. C'est que c'est aussi une reculade supplémentaire. C'est l'image du pays. Alors n'en parlons même pas. L'image de la France qui était une image quand même assez valorisée auprès des Palestiniens. Là, elle se dégrade complètement. Et Macron est en train de dilapider toute une aura qu'avait quand même ce pays concernant la Palestine. C'est 20 ans d'alignement sur les positions néoconservatrices des États-Unis et de ce ralliement au bloc occidental qui a fait que la France est très liée à Israël depuis de nombreuses années. Alors même qu'aux États-Unis, il y a un changement de ligne, comme tu as dit, de Biden et tout, notamment aussi sous la pression des démocrates et aussi notamment à l'orientation un peu géostratégique qui il veut au Moyen-Orient. Et puis en même temps, il y a une grande évolution de la communauté juive aux États-Unis qui est très positive. C'est-à-dire qu'on assiste dans la jeunesse juive aux États-Unis à un grand mouvement de contestation d'Israël et d'adhésion au mouvement BDS. Parce que, alors, je rappelle, la France condamne aussi le mouvement BDS, qui, à mon avis, est un mouvement... des investissements, sanctions. Oui, qui est un mouvement qui permet, par la non-violence, en fait, de faire avancer les idées palestiniennes. Parce qu'on conteste la violence, je veux bien, mais qu'est-ce qu'on donne en échange? On dit la non-violence. BDS est un mouvement, justement, non-violent, qui propose de faire pression sur Israël par du boycott, etc., etc. Eh bien, la France déclare également que BDS est illégal. Et la fameuse... Merci, Bubu. Comment ? Non, continue. Oui, la fameuse merci, Bubu. La fameuse circulaire Alliot-Marie qui criminalise BDS n'a toujours pas été abrogée. D'accord. On l'a pas dit, mais il y a une pétition pour Palestine vaincra, une pétition à signer. Voilà, si quelqu'un peut mettre le lien dans le chat. Voilà, souvent les gens se demandent qu'est-ce que je peux faire. C'est vrai que c'est pas forcément, on sait pas trop, on sait pas trop quoi faire. Déjà écouter Youssef. Ouais, voilà, bien sûr, mais bon, si on peut tous signer la pétition. Bien. Et donc si quelqu'un peut mettre le lien sur le chat, ça sera très sympa. Palestine vaincra. D'ailleurs, il y a aussi encore eu pendant le discours de Castex l'amalgame entre antisionisme et antisémitisme. Comme d'habitude, maintenant c'est un truc qui revient tout le temps. C'est un classique. Ouais, c'est un classique, mais c'est un classique qui marche. Ça institutionnalise aujourd'hui. Non, mais c'est dingue le nombre de gens à gauche qui entrent de plus en plus dans cette logique. J'ai l'impression qu'il y a un retour de ça. Où il y a vraiment le soupçon à chaque fois que tu as une position pro-palestinienne dans une certaine partie de la gauche. Il y a quelque chose de louche, surtout si tu es un arabe. Et en parlant aussi de Amnesty International, est-ce que vous avez vu aussi la déclaration de Aurore Berger qui avait dit à demi-mot qu'il faudrait peut-être dissoudre Amnesty, qui avait laissé entendre ça, quoi. Amnesty Oui, Amnesty International avait parlé donc dans sa phrase, elle parle des associations. Elle était au dîner du CRIF. Voilà, elle était au ça. dîner du CRIF. Moi, je l'ai entendu dire qu'elle était très fière et heureuse que son pays ait demandé la dissolution des deux associations palestiniennes. Ça, je l'ai entendu le dire, mais pas Amnesty. Eh ben, à demi-mot, elle a dit ça. Elle a parlé des associations qui parlaient d'apartheid pour parler de la situation en Israël, que c'était un scandale et qu'il faudrait peut-être engager des mesures contre ces associations. Il n'y a jamais de remise en question, c'est-à-dire que vous avez tort. On va vous dissoudre. L'ONU, allez, faut dissoudre l'ONU. Mais exactement. La Croix-Rouge, non, mais ils sont radicaux, la Croix-Rouge. Moi, je dis. Mais oui, la Croix-Rouge. Pourquoi pas parce que la Croix-Rouge aussi. Et la France a quand même une histoire là-dedans, enfin, a une tradition de dissolution. Quand on pense, par exemple, à la fin du 19e siècle et ce qu'on a appelé les lois scélérates. Les lois scélérates, j'allais le dire, qui avaient été prises par rapport à la bande à Bono, etc. Oui. Ouais, et des lois contre les anarchistes à l'époque qui étaient considérés comme des ennemis de l'intérieur. Il s'était servi des lois contre la bande à Bono pour de l'affaire de la bande à Bono pour voilà. Et en fin de compte, on revoit un petit peu cette histoire, qui bégait, mais en tout cas l'utilisation de mêmes instruments, donc ce droit de dissolution, qui était à l'époque donc destiné contre les anarchistes, qui étaient considérés comme des ennemis de l'intérieur. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on a le même discours. On a exactement le même discours sur les musulmans, notamment, considérés encore une fois comme des ennemis de l'intérieur. Donc il y a vraiment sauf que les ennemis de l'intérieur, c'est nous. Tu vois, ça fait d'un seul coup, il y a c'est pas le même feeling, tu vois. Tu sais, quand tu dis un truc historique et tout, c'est ça qui est flippant. Mais là, c'est juste, mais en fait, c'est moi. C'est ça qui est flippant, en même temps fascinant, c'est de voir en fait que cette J'avais pas remarqué que j'étais aussi méchant, quoi. Ah bah pourtant si. À ton corps défendant, des fois, tu peux être très méchant. Bah écoute, c'est fallacieux. Allô ?
Allô. Le gars répond au téléphone. Il y a en peut-être pleine quelqu'un émission. au grillage si vous voulez, si vous pouvez ouvrir à la grille. Quelqu'un de connu? On va continuer. Non, je pense pas. Non, je pense pas. Ou alors il arriverait très en avance. Non, c'est peut-être quelqu'un que j'avais dit de passer au studio. Je poserai une dernière question pour finir. Non, non, c'est les deux personnes que j'ai dit de venir, c'est deux gars. Je poserai une dernière question pour finir ce sujet. Est-ce que nous ne devons pas commencer à nous inquiéter, nous, parole d'honneur, d'être dans les prochains dissous? Ah, d'être dissous. Ouais. Et pourquoi pas D'être dissous dans l'acide. D'ailleurs, c'est la police qui a la grille là. D'ailleurs, c'est la police qui a C'est la Gérald Darmanin. D'ailleurs, ils viennent nous arrêter. Je viens vous dissoudre. Bah écoutez, au revoir, Islam gauche. on interrompt l'émission. Il n'y a personne à la grille? Là, Allez-y, oui. Allez-y. Oui, Répondez donc- à ma question. Bah, répondez. Je vais répondre Répondez. après à la personne. Moi, en tant que personne, on va dire extérieure, hein, même si voilà, je vous suis et tout, mais moi, je dirais clairement oui. Bah, clairement oui. Enfin, Alors, il faut savoir qu'on a déjà c'est- subi un ban de Twitch de 1 mois. Ouais, qui alors était les, assez, les réseaux exceptionnel. sociaux, voilà, c'est Non, une ça c'était chose. autre chose. ça, c'est privé, Moi, ce que je vois, c'est que déjà Darmanin a déjà exprimé clairement qu'il y avait plusieurs autres organisations qui étaient dans la ligne de mire. Il l'a dit clairement. Et voilà, sa phrase c'était on va s'en occuper. Voilà. Alors, je parle pas, je pense pas à parole d'honneur en particulier. Non. Ce qui est sûr, c'est que tous ces médias qui sont autonomes et qui posent les bonnes questions et qui donnent les bonnes réponses, c'est sûr qu'il faut s'inquiéter, bien sûr, d'attaques réactionnaires, quoi. Et moi, c'est quelque chose qui m'inquiète en tant que militante. Je m'inquiète parce que les dissolutions, c'est pas simplement, c'est pas simplement dire bon bah vous pourrez plus faire ce que vous faites. C'est aussi il y a des personnes derrière, il y a de la répression. Ça veut dire du harcèlement administratif, ça veut dire Intimidation. de l'intimidation, Moi, c'est ça ça qui veut me- dire des qui me semble perquisitions. important. Et en fait, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Pourquoi aussi on peut demander aux gens de soutenir et d'informer sur ces situations-là. C'est que ça ruine la vie de gens. Il y a des gens qui se retrouvent sans travail parce qu'ils se sont retrouvés avec des accusations qui étaient très très graves et que c'est parti très très loin. Vas-y. Non, mais souvent on parle de dissolution, ça paraît un peu abstrait. Alors qu'en fait, derrière, ça veut C'est des dire vrais gens, quoi. c'est des vrais gens. C'est Et des- en fait, non seulement ça intimide ces gens-là et bon, ça peut bousiller leur vie, mais en plus de ça, tous les gens qui seraient tentés de faire la même chose ou Voilà. d'être solidaires, je pense Moi, à c'est la ça qui me jeunesse semble par important. exemple. Bah oui, C'est en quand fait, tu il y a un vois- message indirect, en fait. il y a un message mais qui est très Une direct. stratégie de la peur, en Qui est fait. très direct. Aujourd'hui, tu as 18 ans, tu as 20 ans, tu vis dans un pays où on dissout des médias de gauche radicale, on dissout des associations de lutte pour la Palestine. Ça veut dire quoi? des mosquées, des Des associations mosquées, musulmanes. de lutte contre l'islamophobie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans 5 ans, si tu dis le mot Palestine, on te met une amende ou on te met un tôle. Enfin, il faut aussi penser à cette génération qui arrive et qui a besoin, peut-être que nous, on lui trace des routes, clairement, et qu'on résiste le plus possible. Et que surtout ce gouvernement-là, qui est quand même particulièrement offensif, puisse laisser la place à autre chose, quoi. Ouais, parce que Darmanin, c'est le ministre de la dissolution, en fait, hein, depuis le début de son C'est mandat. ça, il va Ah, peut-être il- même cheval de créer bataille. un ministère le- de la dissolution. Et alors peut-être, qu'ils sont contre la cancel culture. Surnommé Non, mais il y a un paradoxe. surnommé dissolutator. Je vous laisse Ouais. finir. Merci beaucoup, Gali. C'était Banouma. Quel long ton rire, hein. C'est lui qui dit ça. Le mec, des fois, il a des fous rires de 28 minutes. C'était- Je te jure, pendant les Twitch. C'est- Mais oui. Incroyable, Mais oui. ce truc-là. Mais on n'arrête pas de lui dire. Mais attends. révise ton rire, mon vieux. Regarde. Tu vois? Non, mais j'y crois pas. Alors, c'était Banou Marx au téléphone. Banou Marx qui va nous rendre visite. Ça fait longtemps, Banou Marx. Banou Marx. Abou Marx, tu veux dire? Abou Marx, pardon. Abou Marx qui Et il va vient venir là il va arriver. Ah, c'est génial. Pour finir, il nous reste une demi-heure. On va finir sur petit le sujet gros sympa. sujet, le petit sujet sympa tout rouge. d'actualité. Je sais pas si vous avez Un fait vu. divers qui s'est produit à l'est de Enfoiré, l'Europe. hein. c'est ça Il y a 2 semaines, on parlait de ça, on était un peu, on n'y croyait pas trop à cette attaque. On disait que ça pouvait dégénérer et tout, mais voilà, on pensait pas que C'était pas pour de la vraie, quoi. Voilà, que ça allait se régler sur d'autres terrains. Ça c'est fait. Jeudi, il y a eu l'attaque de la Russie. Déjà, qu'est-ce que vous en pensez de cette attaque? Est-ce que ça t'a surpris, Youssef, Tariq et de l'évolution là? Est-ce que on est vraiment là, c'est vraiment, on a passé un cap dans un bouleversement de l'ordre mondial. Ah oui, complètement. Le monde ne sera plus comme avant là. Non, c'est sûr. Après, Mais il n'arrête pas de plus être comme avant.
Tu vois, Oui. il y a avant le Covid. Mais non, mais je te jure. C'est vrai. Ah, mais moi, C'est je vrai, deviens c'est vrai, ouf. c'est vrai. Avant, il y avait le Covid. Maintenant, A-t-il jamais été comme avant A-t-il jamais été comme avant d'ailleurs Est-ce qu'il a déjà vraiment changé, quoi, déjà, c'est la question. Mais non, c'est vrai qu'on s'y attendait pas. Enfin, moi, c'est vrai que ça m'a sidéré. Je pense que ça nous a sidéré tous un peu autour de la table. Mais je me disais, c'est quand même... Enfin, au vu de ce qu'on voit depuis 5 jours, qu'est-ce qu'il est dur de penser en temps de guerre. Ouais. Qu'est-ce qu'il est dur de réfléchir. On va en parler temps de d'ailleurs guerre. tout à l'heure avec. Enfin, toi qui es beaucoup sur les réseaux sociaux, tu vois comment ça défile, ces déferlements de messages complètement contradictoires, etc. Où il est aussi extrêmement dur aussi vraiment d'avoir une pensée complexe, d'avoir une pensée globale et surtout avoir une pensée à long terme qui ne rentre pas dans les discours belliqueux, dans les discours martiaux, dans l'unanimisme. Moi j'ai lu un tweet de Eindhoven. Franchement, oui. c'est choquant. Mais Eindhoven, c'est choquant. Benalla, vous l'avez pas vu aussi? Benalla aussi, voilà, oui. Sur les Slaves. Sur les Slaves. Donc alors pour ceux qui l'ont pas lu, Benalla, je n'ai pas lu. Benalla, en gros, il a dit qu'il faut avoir les couilles dans ce conflit, plus contre les les couilles Slaves que les Slaves en ont. Voilà, faut faire respecter la force, quoi. Donc il y a cet unanimisme-là, en plus avec un côté très, très viriliste. Très viriliste, faut montrer les muscles, etc. Et puis on voit beaucoup aussi derrière tout ça un retour du discours et d'une lecture des relations internationales qui est très prise par le néoconservatisme et par une guerre des civilisations. On voit vraiment l'Occident, on revoit vraiment l'Occident démocratique, la liberté de l'Occident vis-à-vis de la tyrannie, vis-à-vis de la dictature qui vient de l'Est. Donc ça c'est un premier point. Après comment, je veux dire, je pense que notre rôle à nous, c'est de pouvoir tenir les deux bouts. C'est de tenir les deux bouts et surtout de ne pas tomber dans cet unanimisme atlantiste qui voudrait, face à l'agression de l'Ukraine par la Russie, nous faire aimer, nous faire adorer ou nous rallier à l'alliance atlantiste qui, quand on le regarde globalement, est une des premières responsables de ce qui est en train de se passer actuellement. Et quand on dit ça, quand on a une vision globale et à long terme des événements qui ont cours actuellement, ça ne veut pas dire qu'on justifie l'invasion, ça ne veut pas dire qu'on justifie la guerre, ça ne veut pas dire qu'on justifie qu'on est pro-Poutine ou quoi que ce soit. Qui est à l'opposé de nos idées. En fait, c'est ça complètement qui me bouge, je veux dire, en tant que décoloniaux et en tant que gens qui se réfèrent un peu au marxisme. Sur l'islamophobie, on n'oublie pas les crimes qu'il a commis déjà, avec plein de la Tchétchénie, quoi. Oui, déjà. je suis ni guerre ni état de guerre. Je suis largement partisan d'un Lénine sur ce qu'il disait sur l'Ukraine il y a 100 ans que ce que dit Poutine actuellement, qui peut être vu comme une vision un peu réactionnaire, de rétablissement de l'empire tsariste, de l'empire de l'empire des rois sur les populations de l'Est. Et ce que je trouve aussi, ce qui est désolant dans ce moment-là, c'est qu'il y a une forme de dépolitisation totale des discours autour de la guerre. Il y a vraiment une forme très moralisante de te positionner. Sur Twitter, hein. Oui, mais toi, en plus, des gens qui sont. Moi, j'ai eu une altercation avec un gars qui s'appelle Bolchegeek sur Twitter, mais qui fait des vidéos YouTube, qui a un gros public et qui est pourtant un bolchevique et qui est en mode, mais c'est pas le moment de complexifier. Faut soutenir l'Ukraine, faut soutenir les Ukrainiens. Mais je veux dire, je soutiens les Ukrainiens, mais ça n'empêche pas d'amener un propos complexe, tu vois. Alors que non, là, c'est genre l'émotion. C'est tout. Oui, mais parce que c'était un arabe. Si t'étais pas un arabe, t'aurais le droit d'avoir une pensée. Mais c'est ça. Vrai, j'avais pas pensé. Oui, non, mais voilà, c'est ça. Bah oui, on a bien vu déjà comment ont été toutes les informations qui ont été traitées sur les réfugiés et la hiérarchisation en fonction d'où on habite. Bon, je pense qu'on a tous été choqués par ce qui a été dit. L'immigration, c'est quoi, de grande qualité, qu'elle allait nous arriver. C'est ça. Bourlange. Sur Europe 1, il nous ressemble. Faut s'arrêter sur cette phrase quand même. Il nous ressemble. C'est ouf quand même de dire ça. Racial au plus haut point. Voilà, là c'était. En fait, il y a eu un flot. Messieurs, ne coupez pas la parole. Merci, oui. C'était l'invasion de l'Ukraine, mais ici c'était l'invasion des idées suprémacistes comme on voit. Et en même temps. Moi, au bout de quelques jours, je me suis dit, oh, attention, on voit des gens réagir, on voit Sandrine Rousseau, on voit toute la gauche blanche qui s'indigne, attention, il ne faut pas hiérarchiser les êtres humains, sauf que dans la réalité de la façon dont on traite les personnes qui arrivent dans ce pays, il y a déjà
une réalité qui est brutale et qui est raciste. Quand un mec quitte une zone de guerre pour arriver ici, il va franchir tout un tas d'étapes qui vont être des tris, dont les critères sont aussi des critères racistes. Donc je pense, faisons attention, nous, dans notre position, de ne pas faire comme si ces paroles, elles étaient déconnectées de la réalité, parce que finalement, la boulanger, c'est comme ça qu'il s'appelle. Bourlange, ouais. Voilà. Boulanger. Quand il dit on veut une immigration, on aura une immigration de grande qualité, il dit que la réalité, en fait. Il dit que ce qui se passe déjà. Parce que quand on voit que des personnes qui sont ici, par exemple, sans papier depuis des années, qui travaillent, etc., et qui reçoivent tous les jours des occupations de quitter le territoire pour leur demander de rentrer chez eux, c'est déjà ce qu'on dit. Voilà, donc faisons-nous attention peut-être de ne pas être une espèce de surindignation et d'hurler avec les loups de la gauche institutionnelle pour oui, on ne veut pas hiérarchiser les êtres humains, mais rappelons bien que c'est ce qu'on fait déjà et que les morts des frontières, c'est déjà ça, et que le traitement des immigrés en France, c'est déjà ça. Youssef, mais oublie pas ton micro si tu voulais intervenir. Et on a vu que même dans l'évacuation des réfugiés, des Ukrainiens, il y a eu des images et ça a été prouvé. Hein, c'est pas quelque chose, c'est pas une fake news ou que les. Même Apathy, il en a parlé. Même Apathy qui est incroyable. Village Blanc, il a utilisé. Qui est incroyable. Que donc les personnes fuyant l'Ukraine de couleur noire, quoi, pour dire les choses clairement, et donc qui sont majoritairement les noirs, tu peux dire les noirs, voilà. Oui, tu peux penser à Anas qui a dit les personnes issues de l'immigration, il fait parce que je voulais personne issue de l'immigration. Il parlait aussi des Marocains. Je voulais dire les Nigérians parce que c'est beaucoup de personnes qui sont issues du Nigeria, mais j'en avais pas la certitude, donc c'est pour ça que j'ai un peu hésité. Bon bref, on s'en fout, on a compris. En tout cas, voilà, ces personnes-là, elles ont été clairement empêchées de monter dans les trains pour pouvoir être évacuées d'Ukraine. Donc il y a déjà eu une discrimination sur la couleur de peau dès le départ, quoi. Dès le départ. Donc Bourlange, en fait, il est que un maillon d'une longue chaîne, quoi. Dans le moment où on doit faire preuve d'humanité et tout. Mais et pour rejoindre ce que tu as dit, j'ai l'impression que les gens sur ce genre de conflit ont qu'une vue à temps court. C'est-à-dire que là, c'est que l'agression de la Russie. Et qu'on va le dire clairement pour éviter toute problématique. C'est une agression qui est indéfendable. Évidemment, mais ça, il n'y a même pas de débat. Il n'y a même pas de débat. Maintenant, veut dire l'agression, comment on peut la comprendre ? Il faut un temps long. Et dans ce temps long, comment on en est venu à cette situation ? Ce qu'on dit, nous, c'est qu'on n'est pas totalement innocent. On a une part de responsabilité. Exactement. Et dès que tu dis ça, on te dit relativiste. Ouais, d'ailleurs tout à l'heure il y avait Nathalie Arthaud qui tenait exactement le discours que tu tiens à la télévision. Bon, elle s'est fait casser, hein. Elle s'est fait casser et elle n'avait pas le droit de sortir de l'émotion et de dire que oui, l'OTAN avait sa responsabilité, que la France avait sa responsabilité, comme tu disais, sur le moyen terme, le long terme passé. Et clairement, c'était Madame Arthaud, dites-nous que vous voulez qu'on est solidaire des Ukrainiens et qu'on n'aime pas les Russes. Et la parole, en fait, un peu subtile, elle n'était pas acceptée. Alors encore quand c'est Nathalie Arthaud, ça va. Mais alors quand c'est nous, alors nous c'est carrément, c'est plus que on est plus suspect, quoi. On est carrément c'est excuser. On est coupable, quoi, coupable de manquer d'empathie quand on met en avant que par ailleurs dans le monde, il y a d'autres guerres et qu'il y a d'autres morts. On va nous dire pourquoi tu parles toujours de la Palestine. Whataboutisme, ils vont te dire. Ça s'appelle ça le whataboutisme. C'est-à-dire que quand tu parles ils vont dire tu fais du whataboutisme. Je dis non, mais c'est lié en fait. C'est-à-dire que en fait l'accusation c'est que dès que tu pointes un problème, ils vont dire toi tu vas parler d'un autre problème. Ils vont dire c'est ça, t'essayes de détourner le regard. Alors que non, je veux dire ça parlons-en, ce problème. Mais tu sais vraiment ce que ça me fait penser, cet unanimisme là, c'est vraiment le nous sommes tous américains. Après le 11 septembre 2001 de Bush et le je suis Charlie. On est vraiment dans cette mobilisation des affects où en fait la raison, la pensée n'a plus lieu d'être. Ou soit tu t'alignes, soit on est dans l'injonction, quoi. Dans l'injonction, soit tu es hors cadre et tu es complètement banni. Et en fait, tu vois le fonctionnement médiatique, il marche comme ça, je veux dire 24 heures sur 24, avec les éditions spéciales, etc. Enfin, ils ont organisé France 2, c'était donc jeudi, le jour de la taille. Mon Dieu, moi quand j'ai vu le plateau, je me suis dit BHL, Robert Ménard, on demande Guetta, l'avis à Zemmour, à Pécresse, à Le Pen, enfin une dinguerie. Give peace a chance, give peace a chance avec Robert Ménard. Tout en se reprise en occitan de tout en se targuant eux d'être démocrates face à la dictature de Poutine, mais je veux dire en ne laissant absolument pas un minimum, ne serait-ce même pas de défendre Poutine, personne n'est là pour défendre Poutine, mais ne serait-ce d'avoir juste un minimum de complexité
dans l'analyse de ce qui est en train de se passer. Mais oui, en fait, j'ai l'impression que le gros problème, et on en est encore là, et c'est pour ça que moi j'insiste sur les réseaux sociaux pour dire, mais on est aussi pourri que ça les gens, c'est qu'il y a cette impression qu'on est le camp du bien. Genre, mais nous, comment ça qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a la guerre? Pourquoi il est si méchant? En fait, ce qui me tue, c'est que pourquoi il y a la guerre? Pourquoi il fait ça, Poutine? Pourquoi on est gentil, je veux dire, nous, on est la démocratie et tout. Et il y a et ce qui me tue, c'est qu'en même temps, ils deviennent les plus bellicistes possibles. T'as des gens qui étaient pacifistes il y a une semaine, il y a un bordel qui sont dans en leur mode tête. faut faire la guerre. Alors, par contre, pas eux, faut envoyer les armes. Oui. Et c'est là où tu vois comment fonctionne la propagande, comment c'est très puissant. Et j'ai envie de dire aux gens, ce qui est le J'aimerais dire un mot. je te fais parler après, juste après. Ce qui est vraiment révolutionnaire dans ces périodes-là, c'est de tenir, d'être vraiment pacifique. C'est facile d'être pacifique en temps de paix. Là, on voit qui sont les vrais pacifiques, qui tiennent une ligne vraiment anti-impérialiste. Youssef. Yes. Youssef, il s'est tué depuis le début. Il va dire, allez, vous avez c'est fait c'est parole. bon, là. J'ai 10 minutes devant moi. Les préliminaires Écoutez, c'est terminé. Je me demandais, mais pourquoi ils se taisent depuis tout à l'heure? Vous pouvez aller faire un tour. Bon, maintenant on dit les vraies choses. Vous Allez. pouvez aller faire un tour. Burgers. J'éteindrai la lumière, vous pouvez y aller. Samir, il va chercher les burgers, c'est bon. Alors, je prends les commandes. Non mais franchement, allez-y. Franchement. D'ailleurs. Non mais. Sois bref. Ce n'est pas Sabrina. c'est grave. Oh, franchement. Laissez-le démarrer. Bon, allez. Vas-y. Non, vas-y. Non, vas-y, Youssef. Vas-y. Vous croyez vraiment? Ouais, on Chers veut amis, t'écouter. Non, mais ça prendrait trop de temps. les amis. Vas-y. Ça prendrait trop de Bah, temps. commence. Il y a tellement de belles choses, de vraies choses, enfin, de Ton bonnes micro, choses bien là, le micro. qui ont été dites. Non, mais c'est vrai que ça prendrait beaucoup de temps. Il faudrait consacrer une émission uniquement à cela. Donc, à mon avis, on ne pourra pas aujourd'hui. Donc, on va dire juste Mais 3 ça Mais il choses. faudra qu'on fasse Voilà. une émission, je pense, Essaye de une dire deux, émission trois choses. spéciale avec tout le collectif anti-impérialiste. Alors, Tout, non faudra seulement qu'on- cela, mais Voilà, en plus, une émission sur le traitement de l'information déjà. Ça mériterait tout. Enfin, simplement Une le émission traitement dans de l'émission. l'information. Hein. Ça mériterait toute une émission. Et ce que vous avez dit, c'est exactement cela. Alors, le précédent, c'est bon là? Ouais, c'est bon, Christophe vas-y. Alors le précédent, évidemment, c'est la guerre du Golfe. La guerre du Golfe, puisque la guerre contre l'Irak, en 2003, la France, 2003, la France a refusé, hein, et heureusement. Il y avait De Villepin sur un plateau qui a très très bien parlé face à BHL, face à l'ange de la mort BHL, qui se prend en photo actuellement en Ukraine avec des hommes en armes, etc. Faut voir cela. Hein. Ah non, mais c'est un truc incroyable. Alors, Merde. il y a trois choses. Il y a d'une part le traitement de l'information, la situation en temps de guerre, que tu as évoqué. Ensuite, il y a le fond de l'affaire. Donc, c'est vrai que c'est très très vaste. Alors, très très rapidement, sur le traitement de l'information et sur... on l'avait vu. Donc, le précédent, la guerre du Golfe, on a vu à quel point un certain nombre de journalistes à l'époque ont été carrément renvoyés. Hein. Il y avait un journaliste qui s'appelait d'ailleurs Tria, je crois qu'il s'appelait Tria, qui a carrément été renvoyé parce qu'il avait une attitude, une approche beaucoup plus objective, etc. C'était pas nous sommes dans un camp, etc., etc. Je rappelle que la France actuellement n'est pas en guerre officiellement, mais c'est tout comme. Et c'est ça qui est extrêmement grave. Alors dans le traitement de l'information aussi, ce qui a été dit tout à l'heure, c'est incroyable, mais je me souviens comment en quelques jours, les gens changent, mais vraiment en quelques jours. Ouais. Et des gens que vous trouviez auparavant équilibrés, honnêtes, etc. Mais alors en quelques jours, ils vont endosser le costume militaire et ils vont vous désigner. Il faut vraiment avoir ça en tête. Je me rappelle ce que tu disais tout à l'heure sur la fabrique du consensus de Chomsky, parce que c'est vraiment cela. On est dans la fabrique du consensus. Consentement. Comment du consentement et du consensus, parce que c'est parce que c'était l'un de mes auteurs préférés, Chomsky, donc je te corrige. Français, tu parles? Oui, c'est du consentement et du consensus qui va avec, évidemment, parce que c'est le consentement. Le consensus majoritaire qui est organisé par le gouvernement, ça veut dire que les gens se sentent comme ça, ils endossent totalement la position du gouvernement sans aucun recul. Le gouvernement a décidé qu'on serait du côté... parce qu'en fait, l'attitude n'est pas une attitude équilibrée, comme ce serait le cas pour la France, comme ce serait le cas d'une politique gaulienne, entre guillemets, comme ce que demande Mélenchon absolument, à savoir que la France, évidemment, tout en condamnant l'invasion de l'Ukraine, eh bien, prend une position équilibrée, non pas pour choisir son camp, enfin, pour qu'on en sorte, par le haut, par la diplomatie, et non pas qu'on en sorte par les armes, parce que c'est actuellement la direction que prend la France. Elle est prisonnière de l'OTAN. Alors, la France est prisonnière de l'OTAN. Et lorsque Sarkozy avait réintroduit la France, alors en fait, la France n'a jamais quitté l'OTAN, en vérité. Hein. C'était le commandement unifié uniquement. Hein. C'est-à-dire que De Gaulle avait retiré la France du commandement unifié de l'OTAN et non pas de l'OTAN. Donc la France était toujours dans l'OTAN sous Sarkozy. Et Sarkozy décide de réintroduire la France dans le commandement unifié.
de l'OTAN, donc en fait, dans les Militaire décideurs de intégré. l'OTAN. Et pourquoi? Donc elle n'était jamais vraiment sortie. Ah non, elle n'était jamais sortie. D'accord, ok. Alors, les bases américaines en France, les bases états-uniennes avaient été virées, évidemment. Hein. Il y avait un certain nombre de bases américaines, notamment dans la région de Bordeaux, etc. Mais effectivement, Reims aussi, je crois. Mais en tout cas, la France était quand même restée dans l'OTAN. C'était pour manifester, on ne va pas revenir dessus, manifester la mauvaise humeur de De Gaulle à l'égard des États-Unis. Mais ce que je veux dire, c'est que lorsque Sarkozy remet la France dans le commandement unifié de l'OTAN, il dit quoi? Il dit oui, parce que ce sera une façon de peser davantage dans les décisions de l'OTAN. Mais c'est absolument faux. Au contraire, ça va enchaîner davantage la France à l'OTAN. Puisque justement, quand la France était... Commandement intégré. Commandement On nous intégré. dit, ouais. Oui, c'est On a dit intégré, unifié, c'est ouais. enfin, c'est l'autre mot Non, pour non, dire mais- unifié. Enfin, Voilà. intégré, ça veut dire unifié. Ça veut dire que, voilà, les décideurs, en fait, de l'OTAN. Et donc, du coup, ça veut dire que c'est absolument faux. C'est qu'au contraire, la France pouvait avoir une position de pouvoir peser sur les décisions de l'OTAN lorsqu'elle était en dehors de l'OTAN. Je rappelle que la France est le seul pays qui dispose de l'arme nucléaire de façon indépendante au sein de l'OTAN. Il y a des armes nucléaires au Royaume-Uni, mais elles sont commandées directement, disons-le, par l'OTAN, c'est-à-dire les États-Unis. Alors l'OTAN, c'est une fiction pour dire États-Unis. Hein. Ouais. Faut bien le dire, c'est un autre mot pour dire États-Unis avec ces petits pays vassaux. Hein. D'accord ? Et donc, C'est la pieuvre, quoi. actuellement, une trentaine de pays font partie de l'OTAN, avec deux, justement, en négociation, c'est justement l'Ukraine et la Géorgie. Ce qui nous ramène au conflit de la Russie avec la Géorgie également, et l'histoire de l'Ossétie, parce que c'est pas un hasard non plus, et également la Tchétchénie. Il faut bien avoir conscience. Alors, il ne s'agit pas de justifier ce qu'a fait Poutine, hein, mais tout ça est en liaison réellement avec le sentiment d'encerclement de la Russie, dont on pourra dire un mot. Il ne s'agit pas pour nous de prendre position, etc. Hein. Mais alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la France, au contraire, maintenant, est complètement enchaînée à l'OTAN. Non seulement elle est enchaînée à l'OTAN, mais du coup, Macron, lorsqu'il va pour discuter avec Poutine, il n'est pas pris au sérieux. Parce que Macron qui arrive en disant, voilà, je suis monsieur les bons offices, mais Macron le voit comme un type qui fait partie du commandement unifié de l'OTAN. Donc, d'où cette espèce de mépris avec lequel il l'a reçu, qui est absolument incroyable. C'est un fait. Il a été extrêmement méprisé par Poutine, mais parce que Poutine avait en face de lui un type du commandement unifié de l'OTAN qui vient lui dire « calme-toi ». Et le problème, et là on arrive, si vous me permettez, c'est vraiment important que les gens comprennent. Vas-y. D'abord, on évacue Poutine. Pourquoi on évacue Poutine? Parce que c'est pas du tout Poutine. Alors on n'est pas là en train de dire Poutine serait démocrate ou pas. C'est qu'avant Poutine est là depuis 2000. Mais quand on regarde ce qui se passe dans les 10 années qui précèdent, depuis l'effondrement de l'URSS, depuis 90, mais que ce soit aussi bien Gorbatchev que Boris Eltsine, ils n'ont pas cessé pendant 10 ans de dénoncer, et là c'est génial parce qu'on en discutait tout à l'heure avec Tariq, mais il y a toute une série de documents déclassifiés qui sont totalement disponibles actuellement sur Internet, que vous pouvez trouver, et qui ont été déclassifiés il n'y a pas longtemps, qui montrent toute la duplicité de l'OTAN. Des correspondances entre Gorbatchev, entre Boris Eltsine, et avec Clinton, etc., à mon cher, etc., où on voit les dirigeants russes qui sont parfaitement sincères et de bonne foi en disant « Mais mon cher, maintenant que c'est la paix et tout, je ne comprends pas pourquoi vous maintenez l'OTAN. » Et d'ailleurs, on demande même à faire partie de l'OTAN. La Russie demande à faire partie. On lui dit non. Et puis, oui, il y a une époque, oui. Mais c'est pas qu'une époque, on a toute la correspondance. Et puis, non seulement cela, c'est que, premièrement, il y a eu deux discours différents de l'OTAN vis-à-vis de la Russie. Dans un premier temps, il y a les assurances qui avaient été données à Gorbatchev, lui disant « Ne vous inquiétez pas, l'OTAN n'avancera pas d'un pouce. Hein, c'est la formule. Le monde diplomatique, hein, James Baker. Exactement, a fait un article là-dessus. Ne vous inquiétez pas, après la disparition de l'URSS, l'OTAN n'avancera pas d'un pouce, c'est exactement l'expression, vers l'Est. Gorbatchev dit c'est bon. Donc pendant toute une période, l'OTAN dit c'est pas vrai, on va pas avancer. Et dans un deuxième temps, quand les Russes se rendent compte que l'OTAN n'arrête pas d'engranger des adhésions, de nouvelles adhésions, il y a toutes les dates, etc. On dit à la Russie autre chose. On change de discours. On dit, mais attention, cette avancée de l'OTAN n'est pas dirigée contre vous. Alors les Russes disent, pas dirigée contre nous. Alors si elle n'est pas dirigée contre nous, contre qui? Contre qui elle est dirigée l'OTAN? Parce que l'OTAN est une structure. Alors après, on ment à nouveau. Donc un troisième discours de l'OTAN qui consiste à dire, non, mais l'OTAN peu à peu va se transformer en une structure économique. Alors les Russes disent, non, il existe l'OCDE, donc qu'on fasse partie directement de l'OCDE, et puis voilà. Alors on dit non, alors voilà. Et puis quatrième temps encore, et c'est le plus grave, c'est que l'OTAN étend ses prérogatives. L'OTAN qui
comme son nom l'indique, traité de l'Atlantique Nord, qui normalement est concerné uniquement par l'Atlantique Nord, comme son nom l'indique. Eh bien, du coup, non. L'OTAN, on apporte l'OTAN. Pardon. Et je tenais absolument. Reste sur le rail. Reste 2 minutes. Bon, écoute, ça va, toi, le censeur, là. Hein. Il parle de liberté d'expression, puis après, il est là, vraiment, en train de nous tarauder. Et 4e discours de l'OTAN, maintenant, peut intervenir partout dans le monde. Et, pour l'instant, on a en tête Taïwan, l'épisode suivant, ça va être avec la Chine. Et donc, juste là-dessus, on a 4 discours de l'OTAN, et je tiens à dire que ces 4 discours de l'OTAN précèdent Poutine. Donc, ça n'a rien à voir avec le fait de Poutine. Et je dis que n'importe quel dirigeant russe aujourd'hui aurait, alors je ne justifie pas du tout, mais vu ce sentiment d'encerclement, eh bien, n'aurait pas eu d'autre choix. Bah, en fait, je pense que ce qu'il faut dire, c'est que, en fait, moi, ce qui m'énerve dans les descriptions. Alors attends, je termine juste pour que les gens pensent que, pour que les gens pensent que on soutient. Bah non, premièrement, on condamne complètement l'invasion, parce que c'est une totale, bien sûr, du droit des peuples à disposer, enfin des États et des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ça, c'est un fait total. Donc de ce point de vue, l'Ukraine effectivement est l'agressée, on est bien d'accord. L'Ukraine est l'agressée et ça, il n'y a pas. Deuxièmement, l'aide qu'on peut apporter à l'Ukraine ne doit pas être militaire. Et là, ce qu'il y a de très grave, c'est que la France, sous prétexte d'apporter une aide, alors on glisse progressivement de l'humanitaire au militaire. Alors c'est une bonne chose qu'on aide. L'Allemagne, pour la première fois, je crois, depuis la Seconde Guerre mondiale, absolument, parce qu'elle n'a pas le droit. A fourni des armes. Alors c'est en contravention totale avec sa constitution. C'est que l'Allemagne n'a pas le droit de livrer d'armes. Donc en fait, au nom du droit, ils violent le droit. Absolument. C'est cocasse. Mais parce que l'Allemagne est la principale. Parce que les États-Unis les poussent à faire ça. Comme le Japon le fera. Mais exactement parce que. C'est Jadot qui a proposé d'envoyer des armes. Mais bien sûr, mais alors ils se battent. Mais c'est incroyable. Mais Jadot. Mais le visage Jadot, c'est le visage de la traîtrise. Que ce soit lui, Enthoven, etc. J'ai envie de dire, ils ont une lecture des choses où il y a la démocratie contre la dictature, la liberté contre la tyrannie. Ils l'ont leur guerre d'Espagne. Mais pourquoi ils vont pas se battre? Pourquoi ils prennent pas les armes? Pourquoi ils vont pas se battre? Comme lui a noté sur Twitter, il cite beaucoup Orwell. Oui, mais oui, après les armes. Hemingway, etc. J'ai même chef d'escadron Benalla. Voilà. Alors Benalla, en fait, pour rebondir pour illustrer ce que tu dis, pour un peu résumer ce que tu dis, c'est que en fait, il y a beaucoup de descriptions sur Poutine, l'irrationalité et tout, et en fait ce qu'on dit c'est que il y a une rationalité dans l'axe, ce qui veut pas dire qu'il a raison, mais qu'il a des raisons. Alors justement, de faire ça. Il y a énormément de psychologie de comptoir, voilà, de balles, à ce qui serait devenu fou, à ce qui serait devenu paranoïaque. Mais oui, vraiment tu crois comprendre. Mais Saddam Hussein était fou, Kadhafi était fou, tout le monde était fou, Chavez aussi, Chavez est fou, tout le monde est fou. Bon. En fait c'est ça. Alors Samir est fou, mais ça c'est vrai. Quand on regarde les attaques en Afghanistan, en Irak, bien sûr, alors on a affaire qu'à des fous. Qui sont fous. On a affaire à un monde fou. Et par contre, les dirigeants occidentaux sont tous des personnes rationnelles, équilibrées, qui agissent en fonction du bien de tous. J'entendais aussi une lecture aussi. Poutine, s'il attaque, c'est parce qu'il y a une dimension viriliste dans sa manière de faire. Ça. Non, c'est vrai que Obama, lui, c'était la classe. Mais lui, par contre, il bombardait avec des drones. Mais lui, c'est beau. Il a fait plus de morts avec les drones. Il a fait plus de morts avec les drones que beaucoup d'autres comme ça. Mais vas-y. Ouais, je voulais aussi qu'on parle vite fait aussi de il y a une grosse réaction en fait des pays occidentaux. Il y a vraiment eu une unanimité. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de c'est ce qu'on en parlait. On en parlait tout à l'heure avec Youssef. J'ai l'impression, enfin, on se disait, mais que Poutine est un peu tombé dans un piège dans le sens où l'OTAN a tellement encerclé et a tellement cherché en fin de compte et cherche la confrontation. Et les États-Unis cherchent cette confrontation dans une reconfiguration où ils veulent complètement se délaisser d'ailleurs le Moyen-Orient, etc. et se concentrer sur la Chine et sur la Russie. Et donc, il y a cette idée de réinstaller une forme de confrontation avec les grandes puissances pour montrer les muscles et surtout pour retrouver ce statut de grande puissance. Et c'est ce qu'ils cherchent. Et juste deux petites choses, après je reviendrai, mais quand on parle des pays européens, il faut bien se rendre compte que le fait d'être dans l'OTAN ne nous protège absolument pas. Et au contraire, nous mène dans des guerres avec lesquelles on n'a aucun intérêt à aller. Il y a la Russie maintenant, parce qu'on est dans l'OTAN, on est obligé de suivre l'OTAN. Quand on dit l'OTAN, c'est Washington, évidemment. Et plus tard... Il y a une coopération avec la coopération. Et puis, il y a 3 mois, on en a très peu entendu parler, mais il y a 3 mois, il y a eu des exercices militaires conjoints entre les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France notamment, dans le Pacifique et face à la Chine. Et à un moment, on nous dira, il faut aller
parce qu'on est membre de l'OTAN, il faut aller s'attaquer à la Chine. Sauf que, en fin de compte, les États-Unis utilisent l'OTAN et utilisent l'Europe et les pays européens, ses alliés européens, pour mener ces guerres qui sont faites pour ses propres intérêts, pour ses propres obsessions et pour sa propre hégémonie. Et la France n'a absolument rien à faire là-dedans, si ce n'est aller se suicider dans des guerres avec lesquelles, je dirais, elle devrait être en contradiction totale. Et là, vraiment, on voit le danger à vouloir être les vassaux des États-Unis. Et voilà, dans quoi on est conduit aujourd'hui. C'est la destruction totale de la politique gaullienne d'équilibre au niveau des puissances. La France s'implique complètement dans ce conflit. Elle n'est pas du tout en dehors du conflit. Et c'est un mensonge de dire que la France, dirige. Alors, il faut savoir que la France envoie des troupes actuellement en Roumanie. Elle envoie des troupes en Roumanie et au niveau des pays baltes, aussi des avions qui font partie de l'OTAN, qui sont exactement en train de parader, c'est le cas de le dire, sur les frontières. Et on sait très bien que l'incident peut survenir à n'importe quel moment. C'est-à-dire que si aujourd'hui un avion français est simplement détecté par un radar russe, etc., on peut prendre ça comme étant une agression. Je ne dis même pas qu'un missile soit tiré, mais simplement qu'il soit détecté par un radar russe, qu'il soit fixé comme on dit. Ça veut dire que la France aujourd'hui est en train de s'engager. Non seulement la France doit refuser cela, tu l'as très bien dit au niveau de... mais à terme se désengager de l'OTAN comme ça a été le cas. Et la neutralité ne veut pas dire, aujourd'hui, être lâche ou quoi que ce soit. Au contraire, mais tu auras plus de marge de manœuvre en étant à l'extérieur. Alors les dirigeants politiques actuellement qui tous, parce que j'ai même vu Roussel, critique, alors c'est bien de critiquer Poutine, mais pas un mot contre l'OTAN. Aujourd'hui, si on ne dénonce pas l'OTAN dans le même temps, parce que c'est l'OTAN le facteur de guerre, absolument. C'est l'OTAN le facteur de guerre. Et je voulais dire que si les États-Unis ne parle pas actuellement, c'est curieux, on n'entend pas tellement Biden, mais c'est vraiment la guerre des États-Unis pour 3 objectifs. D'abord, il y avait l'histoire du contrat entre l'Allemagne, gazier entre l'Allemagne et la Russie, et là, ça le fiche complètement en l'air. Il l'avait accepté, maintenant, oui. Exactement. Ils sont très ambigus là-dessus. C'est très ambigu, mais maintenant, c'est fichu en l'air, parce que c'était un piège. Et deuxièmement, c'est par rapport à la Chine, parce qu'en fait, c'est priver la Chine de son principal allié, la Russie, d'accord, pour pouvoir lutter contre le principal ennemi des États-Unis, qui est la Chine. Et c'est ça qui se passe aussi. C'est que c'est la Chine qui est derrière, qui est visée, et c'est vraiment la guerre des États-Unis, actuellement, que la France, comme un bon petit soldat, Macron, comme un bon petit soldat, est en train d'effectuer actuellement. Mais le problème, c'est que, par exemple, on va te répondre que l'Ukraine, c'est l'Ukraine elle-même qui a choisi de se rapprocher des Occidentaux. Il y a quand même une volonté de la part des Ukrainiens et tout. Et en fait, je pense qu'il faut aussi éviter le risque inverse de... tout mettre sur la responsabilité de l'OTAN et en fait de dire qu'en fait ça s'inscrit dans un contexte géopolitique. C'est pas l'un ou l'autre, c'est que les deux, il y a une volonté de puissance. Oui, mais surtout qu'on a une vision, nous, en tant que décoloniaux, on a une vision non alignée sur ces points-là, mais surtout on a une vision anti-impérialiste, c'est-à-dire qu'on est ni aligné sur l'OTAN. Je veux dire, c'est pas parce que l'agresseur c'est Poutine qu'automatiquement on va se réfugier dans les jupons de l'OTAN, premièrement. Et ce n'est pas parce que l'OTAN fait ce qu'elle fait qu'on va exalter ce que fait Poutine. On l'a dit tout à l'heure. Moi, personnellement, c'est quelqu'un avec lequel je ne partage absolument rien. Je ne partage absolument rien. Et évidemment qu'il y a chez Poutine cette volonté de puissance, on le disait tout à l'heure, une volonté presque impérialiste de sa part. Alors impérialiste d'un point de vue guerrier, pas d'un point de vue économique, etc. Mais plus d'un point de vue guerrier, etc. C'est plus complexe au niveau économique. Parce que la Russie n'a pas les moyens d'être un pays impérialiste. Oui, elle a le PIB de l'Espagne. Dans ses aspirations territoriales. Voilà, dans ses aspirations territoriales. De se servir des autres pays comme marchepied et comme glacis défensif, en fait. Voilà, et puis on le disait tout à l'heure, il y a chez Poutine, d'ailleurs, c'est un anticommuniste, et c'est quelqu'un qui même parle de décommuniser l'Ukraine, etc., parce qu'il reproche à Lénine d'avoir créé l'Ukraine, mais quand Lénine le faisait, c'était pour la libre séparation de l'Ukraine, et surtout parce qu'il voulait rompre avec cette histoire de siècle où les tsaristes, où l'empire tsariste avait une domination et empêchait notamment le développement de la culture, de la civilisation ukrainienne, etc. Donc Poutine veut restaurer ça. Donc c'est une vision très réactionnaire contre laquelle on est en total désaccord. On est en total désaccord avec ça. Mais cela ne nous mène pas non plus à soutenir l'OTAN. Je veux dire, il faut savoir tenir les deux bouts. Oui, non, mais c'est ça. En plus, je veux dire, moi, ce que je comprends pas chez certains, parce qu'il y en a quand même chez certains où il y a par anti-impérialisme, par anti-américanisme, vont plutôt soutenir la Russie de Poutine. Alors que moi, je me disais que il y a 70 ans,
pouvait avoir ça parce qu'il y avait un projet derrière l'URSS, un projet que malgré toutes les trahisons qu'il y aura après de l'URSS, il y avait un projet alternatif de révolution mondiale. Alors que là, maintenant, la Russie, c'est juste un pays capitaliste qui veut sa place, qui veut. Il y a quelque chose que j'ai remarqué depuis hier. Hier, je regardais un petit peu les chaînes en continu. Je pense qu'on est tous un peu comme ça. Dans ces moments, on aime bien savoir ce que pense l'ennemi quand même. Et ils étaient vachement sur RT, interdire RT. Alors, quant à CNews, BFM, Le Figaro, enfin toutes les cliques qui sont en train de nous expliquer que RT c'est une chaîne de propagande, qui disent pas la vérité, mais ça fait rire. Et CNN ça à la fait guerre rire. Et surtout, ça amène aussi à une forme de positionnement par rapport à ces trucs-là, de se dire, mais attends, des menteurs me disent qu'il y a des menteurs. Alors, qu'est-ce que je dois penser, voilà. Et effectivement, je pense que d'arriver à sortir de ce paradigme où on est soit pour Poutine, soit contre lui, et de pouvoir se positionner de façon simple et claire contre les guerres, contre l'impérialisme, contre l'OTAN. Et je pense que cette position, on va devoir la tenir longtemps et qu'on risque d'avoir des attaques régulièrement sur ces positions-là. Et je pense que d'essayer de faire front par rapport à l'idée que notre position, elle est anti-impérialiste et c'est tout, quoi. Et c'est tout, qu'elle n'est pas pro-Poutine. Il va falloir que ça se construise parce que si on entre dans une guerre ou d'autres conflits qui arrivent, qui vont nous obliger à devoir prendre position, il va falloir il va tout donner, là. Hein. Et je voulais revenir aussi une dernière fois sur toute la solidarité qu'on a entre les pays européens et même les populations européennes. Et je regarde et je me dis, mais quelle bande d'enflures en fait vous êtes. Parce qu'en fait, vous vous rendez pas compte de la dinguerie. C'est-à-dire que là, il y a une guerre en Ukraine. Tout le monde est d'accord pour prendre des mesures, mais des mesures de dingue, des mesures qui peuvent même vous faire perdre économiquement ton pays. Je me dis, mais pourquoi vous faites pas ça par exemple pour le Yémen ? En fait, c'est possible. C'est possible si on veut sanctionner l'Arabie Saoudite qui est en train de mener une guerre terrible au Yémen. Je veux dire, c'est juste. D'ailleurs, dans les 4 derniers jours, il y a eu le Yémen, la Somalie et la Syrie qui ont été bombardés. Personne n'en a dit un mot. Mais même des conflits, parce qu'après, il y a plein de conflits où il y a des questions. Je sais pas trop, c'est difficile. Le conflit Arabie Saoudite-Yémen, c'est clair et net. C'est un pays qui attaque la souveraineté d'un pays. Mais ils vendent. Ils donnent des armes. Mais je suis là, vous êtes là à dire on est bon et vous faites rien alors que vous pourriez en fait. Vous pouvez. C'est là qu'on voit que c'est vraiment. Le Yémen, plus grande crise humanitaire depuis la Seconde Guerre mondiale, il faut quand même le savoir. On meurt de faim aujourd'hui au Yémen. Et la France est partie prenante puisqu'elle soutient l'agresseur, l'Arabie Saoudite. Des blocus. Absolument, c'est absolument. Et puis la marine française également. En fait, et je les vois qui sont en train de balayer devant ta porte. Je suis là, non mais. Et puis il y a une chose aussi qui me paraît important de soulever, c'est la guerre. On a je veux dire, c'est quelque chose qui arrive en Europe, mais on avait tellement l'habitude déjà. En fait, il y a eu une double occultation. On a tellement eu l'habitude que les guerres se mènent loin de l'Europe, qu'on avait oublié à quel point la guerre constituait, qui était intrinsèque au système capitaliste et je dirais au-delà de ça à la modernité. À la modernité premièrement, telle qu'on l'entend chez les décoloniaux, premièrement. Et puis deuxièmement, on avait oublié la guerre dans le sens où la guerre parfois ne se mène plus de manière comme elle pouvait se mener au 19e siècle ou au 20e siècle. C'est-à-dire que c'est des guerres qui parfois sont plus insidieuses à travers des sanctions, à travers des blocus économiques, à travers l'utilisation des drones. Et donc en fait, on avait oublié que la guerre existait toujours. Aussi. Que la guerre existait toujours. Et en fin de compte, c'est des guerres hybrides. Ce qui se passe aujourd'hui avec la guerre en Europe, si tout simplement, je reprendrai juste l'expression d'Aimé Césaire quand il parlait du nazisme, c'est un choc en retour. En fait, on ne peut pas semer la guerre, on ne peut pas semer les massacres, on ne peut pas semer les atrocités dans le monde entier sans qu'à un moment donné, ça nous revienne en plein visage. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui. À force de mener des guerres à outrance, à force de mener des déstabilisations, des désordres dans le monde entier, à un moment, ça nous revient. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Donc en fait, au lieu d'avoir des discours bellicistes, au lieu d'avoir des discours martiaux comme ça, posons-nous les bonnes questions. Posons-nous des bonnes questions justement pour éviter que se répètent des séquences qu'on a pu connaître au XXe siècle où en fin de compte on a une responsabilité écrasante. D'ailleurs c'est intéressant de voir la quasi non-réaction dans beaucoup de pays du Sud. C'est en mode c'est votre conflit. Et en plus, non mais ce qui est intéressant c'est aussi le truc de vos comment dire
Faire semblant d'être choqué qu'on viole le droit international, il doit être en mode vous foutez de la gueule de qui en fait? Qu'est-ce que vous êtes en train de nous faire là? Juste sur ça, 2 secondes, mais déjà le terme de communauté internationale, faut l'abolir ou sinon juste l'Occident. Voilà, communauté occidentale des déjà, voilà, premièrement. Et puis deuxièmement, quand on parle du droit international, c'est vrai que là c'est une violation pure et dure du droit international. Mais quand les propres pays démocratiques, la France, les États-Unis, etc., ont été les premiers à violer ce droit international, faut pas s'étonner ensuite que ce droit international n'a plus d'importance et qu'il est complètement bafoué. Je rappelle juste que l'OTAN avait bombardé la Yougoslavie donc dans une attaque offensive, alors que l'OTAN se veut une organisation défensive. Quand en 2003 en Irak, sans l'aval de l'ONU, puis en 2011 en Libye, on avait décidé à l'ONU avec les Russes une zone d'exclusion aérienne que la France a violée. Donc en fait tout ce genre d'humiliation et tout ce genre où on bafoue le droit international, à la fin des fins, il y a des puissances qui se disent si même les grands pays démocratiques le bafouent et l'humilient, pourquoi nous on va le respecter. Faut pas s'étonner que des institutions sont sabotées et qu'à la fin il arrive ce genre de choses comme avec Alors il faut rappeler qu'après la guerre du Golfe en 91, les critiques qui fusaient, c'était pourquoi est-ce que vous voulez sanctionner l'Irak du fait que l'Irak ait envahi le Koweït alors que vous n'avez jamais rien fait contre Israël, qui a toujours bafoué toutes les résolutions de l'ONU depuis 1948, depuis même sa création. Et alors la réponse à l'époque, elle est intéressante, c'était de Bush père, qui consistait à dire « Oui, c'est vrai, il y a eu un manquement, mais désormais, tout va changer ». Et c'était l'idée du nouvel ordre international. C'était à cette époque, on a parlé du nouvel ordre international. Et on a vu ce qu'il en est, puisque depuis cette prétendue proclamation du nouvel ordre international, je crois que jamais le droit a été autant violé qu'après, toi. Donc c'était extraordinaire comme duplicité. C'était un requiem, en fait. Mais c'était extraordinaire, c'était incroyable. Non, mais vous allez voir, effectivement, on a vu. Et effectivement, ce que tu dis, parce que l'OTAN, en réalité, intervient réellement qu'après 91. Parce qu'avant 91, l'OTAN n'était jamais intervenu. C'était une mesure de défense par rapport au bloc des forces du pacte de Varsovie. Je rappelle que le pacte de Varsovie, c'était l'alliance militaire qui était autour de l'URSS, mais rappelons que le pacte de Varsovie s'est constitué que 2 ans après la fondation de l'OTAN. Donc, et dans les manuels, on vous dit c'est pour répondre à la menace, mais pas du tout. Le pacte de Varsovie, c'était après, justement. Il y avait le plan Marshall avant aussi. Bien évidemment, et avant, il y a le plan Marshall qui avait une clause militaire. Mais pour revenir par rapport à l'ONU, parce qu'il y a des développements actuellement à l'ONU, donc par rapport à l'actualité, évidemment, ce qu'on doit demander absolument aujourd'hui, c'est bien sûr le désengagement de la Russie, mais pour qu'il y ait une paix durable. Il ne s'agit pas qu'ensuite ça recommence dans 3 ans. Il faut qu'il y ait un cessez-le-feu, mais ensuite qu'il y ait vraiment une négociation. Négociation. Ça, il faut une vision sur le long terme, mais bien sûr, que l'OTAN, quoi qu'on pense de Poutine, de la Russie, etc., effectivement, les oligarques, tout ce qu'on veut, d'ailleurs, entre parenthèses, lorsqu'on a une grosse fortune en France, on dit une grosse fortune, quand c'est en Russie, on dit un oligarque. Ça fait mieux, ça fait plus peur, c'est vrai, oligarque. C'est quoi ce mot d'abord, les oligarques russes? Non, Merci, c'est un gros bourge, c'est un gros riche, c'est tout. Alors, mais... ça fait le méchant dans le alors, ouais, bien sûr, à Courchevel. Ça fait mafieux, bien sûr, à Courchevel, il y a des oligarques russes. Non, vous ne pouvez pas dire des bourgeois. Oui. Il y a des bourgeois. Il y a des bourgeois, voilà. Complotistes Mais oligarque, aussi. c'est vraiment toute une construction. On se dit que l'origine des fonds est trouble. Voilà, déjà. Alors qu'un riche en France, il n'y a pas de souci. Vous savez qu'il n'y a jamais eu autant de milliardaires en France qu'aujourd'hui, en fait. Vous savez que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, il n'y a jamais eu autant de milliardaires aujourd'hui en France. Alors, en proportion même. Et donc, du coup, aujourd'hui, il faut demander le désengagement, évidemment, tout cela. Mais il faut éviter que l'OTAN soit cette force d'agression qu'elle est tout le temps. Parce que c'est une force d'agression, il y aura tout le temps la guerre tant qu'il y aura l'OTAN, il faut quand même le savoir. Maintenant, cette guerre, elle prend une tournure beaucoup plus dramatique, puisque les Russes, évidemment, ont dit qu'ils mettaient en alerte leurs forces nucléaires. Cela dit, entre parenthèses, on ne dit pas qu'ils l'ont déjà fait, avant, les Américains l'ont fait actuellement. Les États-Unis, actuellement, ont mis en alerte. Et M. Macron est allé voir un certain nombre de PC opérationnels ces derniers jours. Ce n'étaient pas les PC opérationnels de la gendarmerie en campagne. C'était PC opérationnels, effectivement, également nucléaires. Ça veut dire que quand on veut faire peur... Alors, c'est vrai qu'il y avait un effet d'annonce de la part de Poutine, mais ils l'ont fait aussi, l'OTAN l'a déjà fait, bien évidemment. Les bombardiers actuellement de l'OTAN et les missiles, alors je rappelle que la France a 3 vecteurs nucléaires, il faut quand même le savoir, parce qu'elle a des missiles enterrés dans le plateau d'Albion, dans le sud de la France. Ce sont des missiles enterrés qui peuvent sortir tout d'un coup et balancer leur charge. Il y a les avions qui transportent les missiles nucléaires.
d'accord, et dont le PC opérationnel était à Taverny, en banlieue parisienne. Et puis, il y a enfin les sous-marins. Les sous-marins d'attaque, hein, puisque la France peut effectivement tirer des missiles nucléaires sous l'eau, en fait, hein, directement sous l'eau. Les sous-marins n'ont même pas besoin de faire surface. Alors, cela, ça veut dire que c'est extrêmement dangereux. Actuellement, on est en train de jouer avec le feu. Et ça veut dire que c'est l'OTAN, et je le répète, indépendamment de ce qu'on pense de Poutine. Et enfin, pour finir, c'est que si on veut une paix durable, eh bien, il faut que l'OTAN, d'abord, que l'OTAN arrête d'aller vers l'Est, que les accords soient respectés, les accords qui avaient été faits avec tous les dirigeants russes. Quant à l'ONU actuellement, vous savez... Ils ne prennent pas le chemin. N'en prennent pas du tout le chemin, parce qu'à l'ONU, justement, l'agression se caractérise. Je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport à Saddam Hussein, et peut-être qu'on a poussé, alors c'est une hypothèse, peut-être qu'on a poussé la Russie dans un piège. C'était pareil. Je rappelle que très rapidement, lorsque Saddam Hussein a envahi le Koweït, auparavant, il y avait une entrevue entre Saddam Hussein, ça c'est connu, c'est documenté, entre Saddam Hussein et l'ambassadrice américaine, états-unienne, et Saddam Hussein avait posé ingénu la question en disant « Est-ce que les États-Unis d'Amérique ont des intérêts particuliers au Koweït ?» En langage codé, ça voulait dire « Est-ce que je peux envahir le Koweït ?» Et à ce moment-là, l'ambassadrice avait répondu « Non, les États-Unis n'ont aucun intérêt particulier au Koweït. » On voit bien que c'était poussé. Du coup, Saddam Hussein envahit le Koweït et bling, la sanction arrive. Et paf le chien. Alors, voilà. Oui, mais et est-ce que tu n'as pas trop tendance à trop déresponsabiliser la Russie dans tout ça? Mais pas du tout, parce qu'on dit que la Russie est l'agresseur. Il n'y a aucun souci. Et ça a été dit tout à l'heure par Tariq, on ne va pas répéter les mêmes choses à chaque fois, c'est que la Russie se sert de ces ex-républiques, donc la Biélorussie, hein, mais également plus ou moins la Moldavie. La Moldavie est en train d'actuellement, mais bien sûr l'Ukraine, comme tampon, comme glacis. Comme glacis pour sa protection. Et ça depuis toujours. D'ailleurs, le mot Ukraine veut dire frontière. Hein. Donc les Russes ont toujours considéré l'Ukraine comme la frontière, effectivement, comme leur frontière. Et on est bien d'accord qu'il s'agit de défendre absolument l'intégrité de l'Ukraine. Et d'ailleurs, même le président ukrainien n'a rien, moi en tout cas, je l'ai toujours considéré comme quelqu'un, parce que ce président ukrainien-là n'est pas le précédent, et ce président ukrainien... D'ailleurs, faut dire, lui, là, c'est un truc de ouf. Lui, il y a 5 ans, il faisait des séries. Ben oui. Il y a 5 ans, il faisait des séries. Là, il est en guerre contre Poutine. Ben oui. Mais oui, c'est quelqu'un. Formation dans la réalité, ça fait mal. Mais attends, moi. Il a un courage de ouf. Mais bien sûr, il est courageux et on l'a vu dans les rues, faisant des selfies, etc. avec le gouvernement. Qui surenchérit pas en plus. Il surenchérit pas. Moi, je trouve qu'il est. Non, de ce point de vue, c'est ça. Franchement, il a toute ma sympathie. Je veux dire, on n'a aucune raison en plus de mépriser l'Ukraine, les Ukrainiens, leur droit à l'indépendance, etc. Mais en fait, justement, c'est ce que je voulais dire aux gens, c'est que certains nous accusent de faire du relativisme. Moi, ce que je voudrais dire déjà, c'était de donner aussi un autre point de vue de ce qu'on entend. Oui, mais bien évidemment, bien sûr. Partout. Mais aussi de dire que, mais là, c'est pas seulement pour relativiser la Russie, mais c'est que aussi, si on veut vraiment trouver une solution à ce conflit et à ces conflits depuis des années et des années. Il faut prendre faut qu'on nous regarde en face. Alors, et j'ai même ajouté, même la Russie qui est intervenue en Syrie, on l'a vu avec des bombardements terribles quand même sur Alep, qui est allié aussi d'Israël, etc. Donc on pourrait là-dessus en rajouter. La question n'est pas du tout pour nous de dire c'est sympathique. On a en horreur le capitalisme débridé qu'il y a en Russie. On a en horreur ce qui a été fait également en Tchétchénie, etc. On est bien d'accord. Mais on était en train de parler de géopolitique parce que c'est quand même une réalité. Soit on veut la paix, ou soit on veut simplement dire, crier comme tout le monde, et par rapport à ça, je termine juste sur l'ONU, c'est que vous savez qu'il y a eu une réunion au Conseil de sécurité qui évidemment demande à ce que la Russie soit condamnée, mais comme la Russie fait partie du Conseil de sécurité, eh bien on s'est rendu compte, alors on a sorti une sorte d'amendement que je ne connaissais pas d'ailleurs, qui dit que finalement le Conseil de sécurité ne peut pas être convoqué lorsque un des membres est directement visé. Ben évidemment, les États-Unis qui ont été visés pour leurs multiples exactions, mais du coup, eh bien, on se reporte à l'Assemblée générale. Alors ça, c'est assez drôle parce que l'Assemblée générale de l'ONU a toujours été méprisée. Hein, c'est là-bas qu'il y a tous les... Vous avez compris, hein, les Arabes, les Noirs, etc. Tout cela. Ce serait intéressant de voir le 93, quoi. La fracture Nord-Sud. Oui, bien sûr. Et alors c'est intéressant de voir le vote. Et donc on a reporté le vote maintenant à l'Assemblée générale. Et c'est l'Assemblée générale de l'ONU qui aujourd'hui, enfin je ne sais pas quand elle doit se réunir, va décider. Mais si jamais la Russie est condamnée, eh bien la machine est en route, attention. Ça veut dire que merci pour les abonnements. Si la Russie est condamnée, ça veut dire que l'ONU peut avoir le recours à la force, et ça veut dire ensuite convoquer le comité d'état-major, parce que contrairement à ce qu'on pense, c'est pas les casques bleus, ça c'est une invention des casques bleus, c'est uniquement la force d'interposition. Mais quand l'ONU veut user de la force, eh bien il y a ce qu'on appelle le comité d'état-major qui se réunit et qui là fait appel à toutes les armées,
de l'ONU. Et évidemment, ça sera les États-Unis. Donc ça veut dire qu'on n'est pas encore dans la vraie guerre. Et la vraie guerre, elle peut avoir lieu dans quelques jours, attention, parce qu'ils ne s'arrêteront pas là. C'est une lutte d'influence entre deux puissances, et les États-Unis et l'OTAN ne vont certainement pas... Voilà pourquoi il ne s'agit pas pour nous de... Mais si on veut qu'il n'y ait pas la guerre, parce que ça sera une vraie guerre cette fois-ci, sur le sol européen, d'accord ? Donc on pourra avoir Monsieur Pro, etc., qui vont être contents, ils vont avoir leur guerre. Ouais, pour terminer. Juste une question. Voilà, donc actuellement, il faut absolument demander des négociations et le retrait des forces, et surtout la neutralisation. La neutralisation des pays d'Europe de l'Est, qui ne soient pas instrumentalisés par l'OTAN pour leur affrontement, pour l'affrontement inter-grande puissance. Tu veux terminer? Non, c'est comme c'est une question, c'était peut-être... Ouais. Peut-être qu'on allait terminer l'émission, c'est ça? Ouais, parce qu'on est déjà en retard de 15 minutes. Non, juste parce que je trouvais qu'on n'avait pas trop parlé de la Chine. Et mais en fait, j'allais faire la conclusion. Bah voilà, et je trouve que... Les grands vainqueurs là-dedans, il y a quand même, Chine. tu vois, il y a une ombre qui plane, tu vois, au-dessus de toute cette guerre-là. Et voilà, je trouve que c'est dommage qu'on n'en ait pas parlé juste une minute ou deux. Peut-être la prochaine fois, mais c'est vrai que la Chine est derrière et observe et note est en train de noter là. Ouais. Mais non, mais juste pour terminer, on voit beaucoup aussi là, par rapport à ce qui se passe. Je disais les discours, toute la rhétorique. On a l'impression d'être replongé un siècle avant avec le terme moi, qui revient beaucoup, c'est l'union sacrée. Hein, on nous appelle à l'union sacrée derrière en plus avec un discours très, je disais, civilisationnel derrière l'Occident. Voilà, donc cette union sacrée est là. Contre les Slaves. Et puis, ça porte un discours quand même avec des affects extrêmement mobilisateurs et extrêmement importants. Et je pense que notre tâche à nous, en tant qu'anti-impérialistes, véritablement, c'est d'avoir une ligne claire face à toutes ces intimidations, face à toutes ces peurs qui sont agitées, face à tous ces discours-là de terreur sur l'union sacrée. Je pense que notre tâche fondamentale, primordiale, et notre boussole, ça doit être la paix. Dans un anti-impérialisme qui soit total, qui soit conséquent contre n'importe quelle forme d'impérialisme, qui vienne des États-Unis, qui vienne de la Chine, qui vienne de la Russie, n'importe où. Et je veux dire, ce serait... Quand je vois des socialistes en France, la gauche en France, se réclamer de Jaurès, j'ai juste envie de leur dire, souvenez-vous du combat de Jaurès contre l'union sacrée. Souvenez-vous, je pense aussi à des marxistes un peu déboussolés. Souvenez-vous qu'une certaine Rosa Luxembourg est morte aussi pour avoir refusé la guerre. Oui, donc, on avait Rosa Luxembourg, on avait Jean Jaurès, aujourd'hui on a Ségolène Royal. Voilà. Merci Ségo, big up à toi Ségo, tu as été forte sur ce coup-là. Hein. Non mais il faut le souligner quand même. Non mais oui, c'est absolument. Elle a fait une déclaration nickel. Sérieux, je ne retire pas une virgule. Elle a été extraordinaire. Parce que on voit vraiment dans des guerres aussi tous les charognards autour de Mélenchon que je trouve absolument ignobles, en train d'essayer de le Peu importe, je veux dire peu importe les positions qu'il a et entrons dans une discussion avec lui, mais là il y a un côté vraiment opportuniste et lâche. Des gens même qui ont été chercher des vieux tweets qu'il avait fait sur Poutine, mais complètement décontextualisés pour essayer de le descendre et montrer qu'il était pro-Poutine. Et là, bon, tu vois, effectivement, tous les sales coups qui peuvent se jouer quand tu es en campagne électorale et qu'on entre dans une guerre comme ça, quoi. Voilà. Sachant que bon, jusque-là, ces derniers jours, il a une position qui est plutôt correct. Enfin, moi, je suis pas une spécialiste de la géopolitique, mais je trouve qu'il a pas été dégueulasse. Il a pas été va-t-en-guerre comme certains. Et je trouve qu'il se démarque plutôt, en fait. Je trouve qu'il a l'une des meilleures positions. Ouais, moi, je trouve que finalement, il s'en sort plutôt bien. Alors, il va peut-être développer dans les semaines à venir ce qui va. Oui, on aimerait un peu plus de radicalité, mais enfin, c'est pas forcément souhaitable s'il veut se faire élire. Mais ouais, je trouve qu'effectivement, toutes ces petites techniques là, fourbes, sont vraiment pas à la hauteur. En plus, venant de gens qui ont l'air de considérer que nous sommes l'axe du bien, la démocratie, la paix. C'est un petit peu. C'est tout ce qu'ils ont. En ce moment, c'est leur seule manière d'exister. Ouais. Après, c'est vraiment Macron qui en profite. Et en plus, c'est ce que j'allais dire. Il y a un truc très inquiétant. 28% pour Macron.
avec la il va guerre. surfer sur Et on ça, l'avait ouais. dit, c'est extrêmement grave. La Ouais, guerre c'est- tue Ça, la c'est la démocratie. mauvaise nouvelle du jour. La alors. guerre Moi, tue j'ai la pas vu démocratie. ça, j'ai vu Ouais, moi, j'ai même Mélenchon pas en regardé les, j'ai même pas progression regardé aujourd'hui les dans sondages parce que sondages. je le sais. Alors, c'est mais on va- non, ignoble. mais dis-le, Youssef. Excusez- Aujourd'hui, il y a le sondage officiel qui, je crois, qui sort tous les lundis d'ailleurs, plus 0,5 pour Mélenchon quand même. Donc tu vois, Ah oui, oui. peut-être que finalement, ça fait aussi une ligne de clivage entre les gens qui se disent, bon bah, on va peut-être pas non plus tomber dans ces discours comme tu disais, belligérants, virilistes, enfin, qui nous amènent Merci vers la beaucoup les guerre. gens, merci. Et peut-être même qu'il y a des gens qui vont se dire bah on va aller voter parce que finalement le pouvoir d'achat on s'en fout, l'islamophobie on s'en fout, mais entrer dans une guerre ou pas on s'en fout pas. Donc Mais il va- ça peut peut-être cliver de façon qui peut être intéressante aussi. À Non, voir mais comment il va ça beaucoup de gens qui fonctionne. surfer peuvent sur se ça, mais on va en reparler là parce qu'en plus on a 15 minutes de retard, faut qu'on prépare l'autre plateau et on va en reparler je pense, mais qui va surfer sur ça pour les élections, surtout que il est très très actif aujourd'hui. Il a d'ailleurs il a eu 1h30 Poutine au téléphone aujourd'hui, Macron et tout. C'est qu'il adore jouer à la guerre. Oh. Donc, écoutez les gens, on va s'arrêter là. On se retrouve d'ici 1 heure avec Bruno Gassio et Marc Andelveld. On va parler de Macron, on va parler de la crise en Ukraine, mais pas seulement. On va aussi parler du bilan de Macron et des perspectives d'avenir, notamment de la présidentielle. Donc, on se retrouve dans 1 heure sur Twitch. Merci beaucoup Tariq, merci beaucoup Samir, Merci beaucoup Youssef et merci beaucoup Sabrina pour ta grande première. C'était Merci, comment? merci. Bah, c'était super. Hein, Bravo. Bravo à vous et bravo pour votre taf, ouais. Et tout à l'heure, j'ai vu que le QG des coloniales avait sorti un article pour appeler à voter Mélenchon. Moi, j'ai lu, je trouve génial. Et je trouve que je voulais saluer votre courage de prendre position. Parce que c'est pas forcément facile. On peut avoir des critiques parce que justement on va être accusé d'être à la botte de la gauche institutionnelle et tout ça. L'article il est super, moi je l'ai partagé et bravo pour votre courage. Je trouve que c'est un courage vraiment antiraciste. Merci beaucoup Sabrina. Merci Sabrina, merci beaucoup. Merci Omar et on se retrouve avec l'équipe. Christophe. Et Christophe, mais de toute façon je vais le sûr. remercier tout à l'heure si je ne sais pas. Et on se retrouve d'ici 1 heure. Et Catherine Catherine Barma, Barma. ils veulent tous le remercier. On se retrouve dans 1 heure, merci beaucoup. Allez, à toutes ciao. les gens, à toutes.